Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine Chine, donc, qui a commencé hier et qui se termine vendredi prochain. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Rémy. Bonjour Thomas, qui est le directeur de to Market Médical. Thomas va nous parler aujourd'hui du e-commerce et notamment principalement dans le domaine de la santé-beauté. Donc un domaine qui est vraiment en expansion et qui, depuis la crise, a pris beaucoup d'ampleur. Donc, comme tous ces webinaires BCI, c'est un webinaire interactif. Donc, je vous invite à poser vos questions via le chat questions-réponses. Je vous invite vraiment à le faire au fil de l'eau, au fil du webinaire pour que ce soit interactif. Si jamais vous avez une question qui est très spécifique, très longue et difficile à taper, faites-le moi savoir par ce chat-là également et j'activerai vos micros individuellement pour que vous puissiez poser la question directement à Thomas. Euh, Concernant la prise de notes, c'est pareil, comme tous les webinaires, il est enregistré. Donc, il y a une vidéo qui est enregistrée en ce moment. Elle sera disponible à la suite du webinaire sur notre plateforme BCI Info. Mais dans un premier temps, ce sera la présentation en PDF qui sera mise à votre disposition. Euh, Concernant le webinaire également, à la fin, vous aurez un petit questionnaire de 12 questions. Je vous invite à y répondre pour nous faire un retour sur le webinaire et pour nous faire part de vos commentaires et de votre satisfaction suite à cette présentation. Je vais rapidement passer donc sur la présentation de BCI. Alors, si des personnes étaient présentes au webinaire d'hier et à d'autres webinaires, elles connaissent cette vidéo. Mais voilà, c'est une vidéo qui présente les différents services de Bretagne Commerce International. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant.
avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Donc, merci, merci pour votre attention. Juste un petit point avant que l'on rentre dans le vif du sujet sur BCI Info. Donc, la vidéo vous en parle également. C'est une plateforme qui est disponible via le site de Bretagne Commerce International et qui vous permet vraiment de retrouver plein d'informations sur les marchés. Alors, sur les marchés où vous êtes déjà implanté ou sur les marchés où vous souhaiteriez vous implanter et prospecter. Donc, je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme, voir les informations à jour qui sont en ligne. Des données réglementaires, des informations sur des veilles sectorielles, des dossiers thématiques également pour faciliter vos recherches. Donc, je vous invite à aller voir cette plateforme et également aller sur le site de BCI sur la page Agenda avec les réunions qui ont lieu en présentiel, certaines, les webinaires qui sont prévus dans les semaines qui viennent également, les salons aussi, et notamment deux autres choses. Il y a une réunion pour les entreprises adhérentes à BCI qui aura lieu le 16 février prochain, réunion en ligne, et également l'Open de l'international qui aura lieu, encore une fois, comme l'année dernière, en ligne, le 5 juillet prochain. Je vous invite à noter ces dates dans vos agendas. Nous allons rentrer dans le thème du jour. Donc, e-commerce et santé beauté, l'appétit insatiable des Chinois est l'un des derniers Eldorado pour le commerce international. Donc, Thomas a préparé une présentation pour vous présenter ce sujet. Alors, tout d'abord, Thomas va se présenter lui et sa société. Ensuite, on va rentrer dans le e-commerce en Chine avec des informations sur des données chiffrées et pourquoi un tel essor du cross-border. Ensuite, points 3 et 4, des informations sur le marché, donc les tendances du marché en Chine, puis les tendances spécifiques au e-commerce et santé beauté. Le 5e point, c'est très spécifique sur comment démarrer un projet de cross-border. Donc, en fait, c'est tout le process qui vous sera présenté, avec notamment les coûts, c'est-à-dire le budget qu'il faut y allouer et les chances de succès. Des exemples concrets et ensuite une conclusion. Et petit point, cette présentation sera jalonnée d'informations sur les différences culturelles entre les Européens et les Chinois. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Donc, Thomas, je vous laisse la main pour débuter votre présentation. Merci Marina. Bonjour à tous. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec la première slide. Alors, je vais me présenter parce que généralement, quand on parle de ça, on aime bien savoir à qui on a affaire. Donc, moi, je suis docteur en pharmacie, j'ai un MBA, j'ai passé 30 ans dans les grands groupes de santé et nutrition mondiaux, dont certains que vous connaissez certainement. J'ai créé ma société à Hong Kong qui, en fait, aide les entreprises européennes et américaines. J'ai 80% de mes clients sont français, mais bon, on travaille quand même sur les deux continents. Donc, j'aide ces entreprises à importer, exporter, importer, quel que soit le format de partenariat dans les pays asiatiques, importer leurs produits en Asie. Donc, principalement Chine, Corée, Japon et l'Asie du Sud-Est. Donc, bien sûr, depuis 13 ans que je vis en Asie, j'ai un réseau de distributeurs, j'ai des partenaires, j'ai des clients qui sont très actifs en cross-border et d'autres qui sont en phase de prise d'information et prise de renseignements. Mais bon, comme vous allez le voir dans la présentation, c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui accélère beaucoup.
Et bien sûr, on a certainement toute la planète, toutes les entreprises de la planète qui sont en train petit à petit de se tourner vers ce segment, donc le cross-border e-commerce avec la santé beauté qui est un des plus gros secteurs, les plus actifs également dans ce domaine. Voilà, donc en 6 ans, depuis que j'ai créé ma boîte, donc en 2015, en 6 ans, j'ai réalisé 70 missions, j'ai plus de 90% de succès. Donc un succès, c'est une entrée dans un pays avec une entreprise et un groupe de produits. Voilà. Donc voilà pour ma présentation. Bon, là, j'irai un petit peu plus vite. En fait, j'ai travaillé et je travaille aussi avec des grands nutritionnistes, des grands présentateurs, des leaders mondiaux dans leur domaine, ce qui me permet bien sûr d'être très écouté par les pays où on amène nos produits. J'ai des distributeurs dans de nombreux pays, dont la Chine. Donc la Chine, c'est au milieu. Vous voyez qu'au milieu, si vous arrivez à lire Fosun, c'est le plus grand groupe de santé chinois. Mais juste à gauche de Fosun, le monsieur qui a une belle voiture, c'est un Coréen qui introduit des produits de santé beauté et qui a fait fortune il y a quelques années. Voilà, bon, je vous laisserai découvrir. Il y a la Thaïlande, il y a bien sûr il y a quelques pays d'Asie. Alors, sur la diapo suivante, oui, en fait, je publie beaucoup, je travaille beaucoup avec les chambres de commerce et quand je fais des publications, c'est bien sûr pour expliquer aux entreprises comment rentrer de façon pratique dans les pays et optimiser leurs chances de succès avec un projet d'exportation. Parce qu'il y a bien sûr, il y a des façons de rentrer dans certains pays qui sont un peu plus scabreuses que d'autres. Et maintenant, on sait qu'il y a d'autres façons ou modes de pénétration de ces marchés qui sont un petit peu plus solides, qui donnent beaucoup plus de succès. Voilà. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire, on les connaît. Donc, je vais en parler aussi. Il y a des choses à privilégier et c'est tout ça qui sera exposé dans la présentation. Alors, on peut aller sur la slide suivante. Bon, donc, j'ai publié des rapports, j'ai fait pas mal d'analyses sur ces secteurs de santé beauté en Chine et dans d'autres pays d'Asie. Donc, voilà, ils sont disponibles et si certains d'entre vous sont intéressés, je peux vous donner également les coordonnées de ces rapports. Voilà, donc maintenant, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, la santé beauté, j'ai vu la liste des participants, donc c'est très large. Ça couvre bien sûr des produits, des compléments alimentaires, les ingrédients, les plantes, les produits de spa, les produits liés au bio, tout ce qui est lié au bio, que ce soit des algues marines qui apportent des antioxydants et des protéines, par exemple. C'est de l'hygiène et beauté, du anti-aging, quelque chose pour la peau qui limite, qui freine le vieillissement de la peau, des cosmétiques, des dispositifs médicaux. Dans le dispositif médical, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des sprays nasaux à l'eau de mer, des diagnostics. J'ai fait rentrer des diagnostics dans les pays d'Asie, des healthy drinks, mais ça peut être aussi des appareils de gymnastique et de musculation. Ça peut être des chaînes d'hôtels qui sont tournées vers la santé beauté, le health and wellness, donc c'est la mise en forme, la remise en forme, etc. Donc c'est un très très gros marché. Donc quand je prendrai des exemples, je vais me limiter à quelques segments parce qu'il faut bien rentrer dans le domaine pratique. Donc je vais beaucoup parler de produits, qui soient cosmétiques ou des produits alimentaires, mais bien sûr, ce que je vais dire, c'est valable pour tous les produits qu'on vient de citer. Alors, pour démarrer, je vais vous donner quelques chiffres qui situent bien la taille de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, en 2019, par exemple, pour les compléments alimentaires, donc tout ce qui est vitamines, oméga 3, tout ce qui se consomme en plus de l'alimentation normale, bien sûr. Vous voyez que le chinois moyen consommait 18 $ contre 148 $ aux États-Unis. Et c'est déjà un des plus gros marchés au monde. Donc, vous voyez le potentiel, ça veut dire que ce marché qui est devenu le premier marché au monde, on peut le multiplier par 10. Ça vous donne un peu une idée de la taille du marché. Donc, sur la slide suivante, ici, je voulais vous parler de ce qui s'est passé l'année dernière, qui a fait un gros boom dans tous les secteurs de la consommation. Le Single Day 2020, en novembre, rien que si on totalise les produits vendus sur Alibaba et JD.com, en 4 jours de vente,
ça correspond à 62 milliards d'euros en 4 jours de vente en cross-border sur 2 plateformes, Alibaba et JD.com. Je vais en parler, je vous donnerai les détails. Donc, vous voyez de quoi on parle, 62 milliards d'euros en 4 jours, 583 000 commandes par seconde. Et quand on se penche un petit peu sur les marques qui ont fait ce succès, en fait, on a 474 marques qui ont passé la barre des 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et je tiens à rappeler que le Single Day, même si c'est un Single Day, c'est le jour des célibataires, mais les ventes se sont déroulées sur 4 jours. Ça ne s'est pas fait en un jour. Donc, vous voyez qu'on atteint des chiffres colossaux pour un thème dont on va parler aujourd'hui. Et on va rentrer dans le détail. Donc, je passe sur la slide suivante. Voilà, alors ici, si vous voulez, c'est le e-commerce. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec des Français. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu une nébuleuse. C'est quoi les plateformes, c'est quoi les produits, etc. Donc, en fait, tous les produits ne peuvent pas s'acheter en e-commerce, mais vous voyez ici les segments entre la mode, les segments électroniques, les jouets, les hobbies, le bricolage, les meubles et les appareils électroménagers. Et pour terminer, tout ce qui est nourriture et les soins personnels, soins d'hygiène, vous voyez que vous avez la répartition du marché. Donc, nous, on est santé beauté, on est un petit peu partout en fait. On est dans fashion, parce que dans fashion, il y a des cosmétiques. Dans électronique et médias, on a des montres, devices qui calculent le rythme cardiaque, la consommation de calories, etc. Donc, je ne peux pas vous, sur cette slide-là, je ne peux pas vous dire exactement où on est, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est un petit peu partout. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien attirer votre attention, c'est que vous voyez qu'en 2020, il y a eu un véritable boom de cette consommation en ligne à cause du Covid, bien sûr, où les gens sont restés chez eux, les gens n'allaient pas dans les shopping malls, les gens n'allaient pas dans les rues pour acheter, dans les magasins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, et la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Alors, en 2021, la première réponse, c'est que comme on est encore dans la phase Covid, au moins jusqu'à la moitié de l'année, les chiffres que vous voyez là seront très élevés, bon, même s'ils se rapportent à l'année précédente, donc ils seront forcément mécaniquement moins élevés, mais en volume de transactions et de commerce, tous nos produits vont encore se vendre très très bien et très très fortement en e-commerce en Chine en 2021. Alors, après, la question que vous posez peut-être, c'est bon, oui, très bien, mais est-ce que tout ça, ce n'est pas un feu de paille? Alors, je répondrai je reviendrai plusieurs fois à cette question, mais si vous regardez les pourcentages, forcément, la dynamique baisse parce qu'on est parti, le e-commerce, ça a démarré il y a 8 ans en Chine, ça a été créé par une loi, et donc ça a démarré il y a 8 ans et on est parti d'une base de 0. Donc d'année en année, si vous voulez, quand on part d'une faible base, bien sûr, les chiffres sont impressionnants. Donc, ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est qu'au fil des années, vous voyez, 2022, 2023 jusqu'à 2025, la croissance du e-commerce va se tasser pour se rapprocher finalement petit à petit du retail. Ça veut dire qu'on va arriver à un équilibre entre e-commerce et retail. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que je rentre en Chine en e-commerce? Est-ce qu'il faut que je distribue mon produit dans des supermarchés, dans des magasins spécialisés? En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il est plus facile et plus rapide de rentrer en e-commerce, mais dans 10 ans ou dans 5 ans, on va assister à un rééquilibrage entre le retail et le e-commerce. Voilà, je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est important. Il y a bien sûr, comme vous pouvez vous imaginer, une contre-offensive du retail qui est très forte, qui ne peut pas s'exprimer maintenant à cause du Covid, mais il y a des nouveaux centres commerciaux à l'américaine qui sont en train de se développer, qui vont arriver en Asie et en Europe, et en fait qui vont venir contrebalancer cet essor du e-commerce, parce que bien sûr, comme vous l'avez compris, il y a une compétition entre les deux modèles. Moi, je vous coupe juste 30 secondes. J'ai une question. Donc, retail, sont bien les magasins physiques. C'est bien les. Voilà, oui. Le retail, c'est. Alors, pour nous, santé beauté, c'est quoi? C'est les magasins d'esthétique, les parfumeries, donc. C'est les pharmacies et les drugstores. Il y a 400 000 drugstores en Chine, donc c'est beaucoup. C'est les magasins spécialisés, c'est les magasins de produits importés.
Les convenience stores, c'est des petites épiceries comme 7-Eleven, Family Mart. Il y en a énormément en Asie. C'est un business model qui s'est beaucoup développé en Asie. Voilà, c'est tout ça. Le retail, c'est en fait tous les endroits où on peut avoir un contact physique avec le produit. Donc, on peut le toucher, on appelle ça la customer experience. On peut le toucher, on peut le manipuler, on peut le sentir, on peut l'essayer, par opposition au online où c'est juste une image, on commande et si ça ne va pas, on renvoie et on renvoie une deuxième fois, on renvoie une troisième fois, mais on ne se déplace pas. Et donc, bien sûr, pendant les périodes de Covid, c'est important, c'est précieux. J'ai répondu à votre question, Marina? Oui, parfait. Très bien. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, ça, en fait, c'est très simple. C'est combien y a-t-il eu d'internautes qui, en tout cas, combien y a-t-il eu de personnes dans le monde qui ont commandé au moins un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. Donc, ce que vous voyez, cette courbe bleue, c'est la moyenne mondiale. Donc, vous voyez qu'en 2020, on est à 64%, mais dans les pays comme la Chine, on est à 92%. Donc, vous le savez, vous savez qu'en Europe, le Royaume-Uni, il y a beaucoup d'acheteurs online, aux États-Unis également. En Asie, c'est la Chine et la Corée. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut. Bon, je vous laisserai lire le reste. C'est tout ce qu'on peut dire de commentaires importants sur cette slide. On va passer sur la suivante. Alors, qui achète? En fait, la question, c'est bon, moi, je suis une entreprise bretonne, je veux lancer mon produit en Chine, mais c'est qui achète? Qui sont les consommateurs? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des jeunes? C'est de l'électronique? Est-ce que c'est compliqué? Donc, on peut déjà avoir quelques idées. En fait, quand on regarde les choses par âge, logiquement, vous voyez que les jeunes de 18-24 ans achètent, commencent à acheter, mais le gros du marché, c'est plutôt les consommateurs qui se situent entre les 25 et les 45 ans, on va dire. Donc, les 25-45 ans, c'est à peu près 60% de la cible. Voilà. Bon, maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ces gens-là, ils consomment de tout. C'est la classe, la classe, la middle class en Chine, qui fait 300 millions de Chinois aujourd'hui, et ça consomme de tout. Alors, maintenant, il faut faire attention aux chiffres qu'on vous montre sur la Chine. Moi, je suis un spécialiste de la Chine, donc j'aime bien, si vous voulez, prendre un petit peu le contre-pied de tous ces chiffres. Vous voyez à droite, les seniors. Les plus de 55 ans, c'est 6,8%. 6,8%, ça fait 110 millions de personnes. Donc, si vous avez un produit pour les seniors, surtout ne vous dites pas c'est pas mon marché parce que le e-commerce, finalement, les personnes âgées, les seniors ne sont pas très familiers avec l'informatique, donc ils ne sont pas bons. Non, ça fait quand même une population de 100 millions, 120 millions de consommateurs. Donc, tout est gros en Chine, tout est important, tout progresse vite. Donc, ne vous laissez pas décourager par des chiffres ou une lecture un petit peu trop rapide des chiffres. Ensuite, par revenu, logiquement, on est à un tiers, puisqu'on achète de tout sur Internet. Les Chinois achètent des produits très peu chers, des semelles de chaussures, par exemple. Ils achètent des produits également très, très chers. J'ai lu qu'il y avait une voiture qui avait été c'est une copie d'une marque européenne, peu importe, mais j'ai vu qu'il y avait des voitures qui se vendaient online et ça commençait à se développer pas mal, des copies de la Mini. Voilà. Donc, ça vous donne déjà un premier aperçu de ce marché. On va continuer dans ce deep dive sur la slide suivante. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, ça vous montre les chiffres de vente absolus dans ce domaine du e-commerce. Et vous voyez que la Chine, c'est 3 fois la taille des États-Unis. Donc, on parle d'un marché qui est 3 fois plus gros que le marché américain. Et moi, je me souviens que mes clients, il y a 10 ans, quand je commençais à leur parler, et quand je commençais à parler à des collègues d'autres entreprises françaises, c'était un peu la ruée vers les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà. Aujourd'hui, notre marché américain, il fait un tiers du marché chinois, et c'est qu'un début. C'est là pour durer, et tous les experts vous diront, vous le savez comme moi de toute façon, que dans les 20 prochaines années, on passera de 3 fois à peut-être 5 fois, peut-être 10 fois sur certains segments de la consommation.
Alors, la conclusion, c'est… Alors, oui, vous voyez qu'en Chine, donc, ce marché représente… alors, je ne sais pas comment on dit 1000 milliards, je ne sais pas si on dit billiards, mais c'est 1260 milliards de dollars. Aux États-Unis, c'est un tiers. Au Japon, c'est un petit peu moins d'un dixième de la Chine. Voilà. Et après, donc le marché de United Kingdom, également un dixième, ce e-commerce. Et puis après, il y a l'Allemagne, etc. Donc, ça vous donne des proportions. Et peut-être qu'aussi, ça vous permet de structurer vos projets à l'export. Voilà. On va passer. Alors, en fait, si vous voulez, donc moi, j'aide les entreprises et on voit souvent des projets qui avortent, des projets d'export d'entreprises avec des produits intéressants. Il y a beaucoup de produits intéressants pour la Chine parce que les Chinois sont voraces de nouveautés, d'innovations, de produits organiques, de produits qui viennent de France. La France a le vent en poupe en Chine, il faut en profiter. Donc, souvent, on voit des projets qui avortent parce que je dirais que les interlocuteurs ne se comprennent pas. Et donc, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, je vais vous donner à travers des images qui ont été peintes par un artiste, si vous voulez, la concentration des situations dans lesquelles on constate le plus ces différences culturelles. Et ce que j'aimerais arriver à faire aujourd'hui, c'est à travers ces quelques dessins que je vais vous montrer, c'est vous montrer l'importance pour nos projets d'export, pour nos relations avec nos collègues chinois, l'importance que peuvent prendre ces différences interculturelles en les appliquant bien sûr à nos produits, aux modes de consommation chinois, aux relations de bureau, de travail qu'on peut avoir avec eux. Donc ici, cette première différence, c'est la plus importante, c'est vous travaillez avec un Chinois et vous voulez lui dire que vous trouvez que son entreprise elle est petite et finalement vous vous demandez si c'est le bon interlocuteur. Bon, vous avez l'impression de faire quelque chose de bien parce que vous lui parlez franchement. Les Asiatiques ne parlent pas franchement. Les Asiatiques n'abordent pas les choses de front, même quand on veut partager quelque chose d'important et qu'on veut vraiment vite en arriver au point principal. Ce n'est pas quelque chose qui se fait pour une raison très simple, c'est qu'on veut pas, on a peur de faire perdre la face si on amène des informations trop frontales ou trop brutales. Donc il faut toujours, si vous voulez, prendre des biais, des détours pour expliquer certaines situations. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez, quand vous faites de la publicité, si vous dites mon produit, c'est des protéines d'algues, vous rendre puissant et musclé, bon, les Chinois vont transformer cette façon. Il y a des agences marketing qui vont transformer vos claims sur votre produit pour atteindre le consommateur. Dans un autre, donc la slide suivante. Alors ici, celle-là, elle a beaucoup marqué les modes de consommation en Chine. Santé, beauté. En fait, pourquoi on veut être beau en Occident et donc dans le monde de l'Ouest, États-Unis, Europe, et pourquoi on veut être beau en Chine? Même si en apparence c'est la même chose, en fait, en profondeur, c'est pas la même chose. Nous, on veut être beau parce qu'on veut être en bonne santé, parce que quand on se regarde dans une glace, l'image qu'on se renvoie est satisfaisante. Donc, on est un peu centré sur soi-même, on vit un peu pour soi-même, on est au centre de sa vie, on est l'acteur de sa vie, de sa performance, de sa carrière, de sa vie de famille, de ses amis, etc. En Asie, ce n'est pas la même chose. Et je dirais même que c'est radicalement différent. On veut être beau pour les autres, on veut être beau pour son réseau, on veut être… Mais quand on se regarde devant la glace, on n'a pas d'impression. On se pose même des questions. Est-ce que je suis beau ou est-ce que je ne suis pas beau? Parce que tous ces standards de beauté sont amenés par nous, par l'Ouest. Donc, c'est plus à travers mon réseau, à travers mes amis, à travers mon bureau, les collègues de mon bureau, que je vais pouvoir exprimer ça. Et ça, c'est fondamentalement important dans la façon dont on va vendre nos produits et exprimer les propriétés, les caractéristiques et les bénéfices de nos produits. Alors, ici, en fait, si vous voulez, on apprend beaucoup dans les écoles de commerce les bienfaits, si je peux dire, du networking, du réseautage, comme on dit en français. Et donc, bon, moi, de temps en temps, j'ai des contacts avec des étudiants qui me montrent leurs cours sur le réseautage. Ça devient vraiment une matière.
Les Asiatiques sont très réseau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Chine, on va pas acheter votre produit sur ce que vous allez en dire. On va écouter, regarder, on va chercher du contenu technique, scientifique, parce que les Chinois sont très amateurs de contenu technique et scientifique, plus que les Français. Et une fois qu'on va avoir obtenu ces informations, on va avoir besoin d'un ou deux avis d'autres personnes. Vous voyez où je veux en venir, surtout dans le e-commerce. On va les appeler des influenceurs, on va les appeler les people, on va les appeler les celebrities. Mais les Chinois vont essayer d'aller trouver sur Internet des utilisateurs du produit qui vont pouvoir donner un avis expérimenté. Et donc aujourd'hui en Chine, vous avez des plateformes pour vendre vos produits. Et il y a des plateformes qui se sont créées avec les influenceurs où les Chinois vont aller chercher les avis des influenceurs qui sont rémunérés, bien sûr, par la publicité, par les ventes des produits qu'eux-mêmes font sur leur plateforme. Donc voilà comment ça fonctionne. Ce e-commerce, en fait, les produits arrivent dans des immenses plateformes qui sont des supermarchés, des hypermarchés électroniques. Votre produit, il est perdu. Il est perdu au milieu de 2000, 3000 produits similaires. Tous les produits de la planète sont présents sur e-commerce en Chine, bien sûr. Et en fait, l'enjeu, c'est de créer la différence avec ce que vous allez dire de votre produit et comment vous allez utiliser tout autour de votre produit les influenceurs pour petit à petit amener les Chinois à consommer votre produit. Donc, on va parler de tout ça pendant la présentation. Je vais juste avant de passer à la slide d'après, Thomas, j'ai une question qui est d'une participante. Bonjour, y a-t-il un impact de la crise Covid sur l'image des produits français vus par les Chinois actuellement? Alors oui, il y a un impact, il y a un impact positif. Il y a un impact très positif qui n'est pas lié à une catégorie de produits, mais c'est assez général. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours, il y a une entreprise qui a vendu des faux vaccins Covid qui s'est fait coincer, attraper. Et vous savez que les Chinois, le gouvernement chinois ne fait pas de cadeaux, de moins en moins. Et donc, si vous voulez, bien sûr, le Covid a mis sous pression les consommateurs. Et en fait, ce qui s'est passé, les tendances de ces derniers mois, de ces 6 derniers mois, c'est que tous les consommateurs chinois se tournent aujourd'hui vers des produits plus sains, plus organiques, moins chinois, dans nos domaines, bien sûr, food, santé, beauté, moins chinois parce qu'on triche beaucoup en Chine. Je vous ai cité l'exemple du Covid. Je suis connecté à un site de food safety, donc je sais ce que les Chinois font des vitamines. On a aussi un abus de claim. Par exemple, mon produit à base d'herbes chinoises guérit du Covid. Voilà. Donc, les Chinois, ils sont plus dupes. C'est fini. Une belle Chinoise qui va vous dire consommez ce produit, il vous fera disparaître les rides en un mois. Regardez moi comment je suis. Tous les Chinois vont savoir qu'elle a fait de façon du Botox et que c'est pas vrai et qu'elle consomme même pas peut-être le produit. Donc oui, en fait, les Chinois maintenant se tournent vers des produits plus authentiques, plus organiques, plus professionnels, avec de l'ancienneté des sociétés, avec et ça va vous faire sourire, mais avec des créateurs de sociétés présents où on voit leur visage et pas des sociétés fantômes. Et bien sûr, tous les produits qui peuvent claimer qui peuvent affirmer des bienfaits démontrés par de la science, de la clinique, de la technique prouvée. En fait, tous ces produits-là, on le vend en poupe en Chine. Je vous montrerai tout à l'heure les premiers produits de notre secteur. Vous allez voir, c'est des produits bien du terroir, ou alors avec des claims scientifiques, avec des études scientifiques. Voilà. On n'est plus dans l'ère les Chinois n'achètent plus sur parole, c'est fini. C'était encore valable il y a 3 ou 4 ans, mais la fenêtre s'est refermée pour cette façon de vendre des produits. D'accord. Bon. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pose la question à Cécile, du coup, puisque c'est Madame Cécile Colomba qui avait posé la question. Donc, très bien. Donc je la laisse répondre si jamais c'est le cas. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. Elle me dit oui, parfait. Donc, c'est bon. Très bien. Très bien. Je passe à la slide suivante. Voilà. Alors, en fait,
quelques mots assez simples sur le cross-border. Bon, je reviendrai à la slide tout à l'heure, mais il faut que je vous explique ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour enregistrer des produits, un vélo, une algue bretonne, un multivitamine, un fish oil, un collagène, fish collagène fait avec du collagène breton, ça prend du temps et ça prend de plus en plus de temps. En Chine. Pourquoi? Parce que, et dans beaucoup de pays. En Chine, pourquoi? Parce que les Chinois, d'abord, protègent un peu leur marché, comme tout le monde, c'est de bonne guerre. Parce que les Chinois protègent la santé de leurs compatriotes, c'est normal aussi. Et donc, c'est le rôle de la Chinese FDA, Food and Drug Administration. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de fonctionnaires à la Chinese FDA, tout simplement, est 5 fois moins important que le nombre de fonctionnaires à la US FDA. Et il y a 2 ans, j'ai participé à une réunion à Pékin sur le cross-border avec des officiels du gouvernement et puis beaucoup de cadres qui régulent le cross-border en Chine. Et en fait, les choses ont été expliquées très simplement. On gagne beaucoup d'argent en Chine avec le cross-border grâce aux taxes d'importation. Donc, too big to fail. Donc, dans la salle, il y avait des gens qui disaient oui, mais est-ce que ça ne va pas arrêter? Est-ce que ça, on a nos produits sur le cross-border, mais est-ce que ça ne va pas être interdit un jour? Non, c'est devenu beaucoup trop important pour la Chine pour qu'on ferme ce canal d'exportation. La deuxième chose, c'est que les Chinois, ils sont comme nous. Comme ça prend beaucoup de temps pour approuver et enregistrer les produits, mais les Chinois, ils ne veulent pas se priver d'innovation. Donc, ils ne peuvent pas multiplier les cadres de la Chinese FDA par 5, tout simplement parce que ça coûte très cher et ce ne serait même pas assez. Il en faudrait peut-être 10 ou 15 fois plus. Mais les Chinois ne veulent pas se priver des innovations de la planète. Donc, ils se sont dit, puisque ça ne peut pas passer par le canal de l'enregistrement à la Chinese FDA, où on regarde les dossiers, on rentre dans les études, etc., on va ouvrir le cross-border. C'est les fabricants locaux, c'est-à-dire c'est vous en Bretagne qui serez responsable de la qualité et non pas le distributeur physique en Chine. Donc, vous serez responsable de la qualité. En revanche, vous ne passerez pas par l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y a un petit process d'import aux douanes chinoises qui vérifie globalement si la marchandise est bien conforme à ce qu'il y a sur l'étiquette, mais ça ne se fait pas dans un laboratoire, sur une paillasse, avec de l'analyse, etc. Donc, vous passez toutes les étapes de l'enregistrement, qui durent entre 2 à 3, 4 ans, 5 ans, ça dépend, quelquefois 6 mois. Vous êtes vendu sur des plateformes électroniques, et quand vous êtes vendu, à chaque fois que vous êtes vendu, la Chine touche un pourcentage sur l'import. Et bien sûr, toute la chaîne qui va vous aider à vendre votre produit jusqu'au Chinois final, jusqu'à l'utilisateur final, va se rémunérer. Et donc, ça fait vivre maintenant des millions et des millions de Chinois, bien sûr. Vous avez vu les proportions de consommation de ces produits. Alors, enregistrer un produit, ça prend 5 ans, ça coûte $100 000 à 2 millions d'euros. Il existe plusieurs procédures. Le Blue Hat, c'est la procédure c'était la procédure la plus, je dirais, où on rentrait le plus dans le détail du produit. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a de moins en moins de produits qui s'enregistrent en Blue Hat. Blue Hat parce que le logo que vous avez, si vous êtes déjà allé en Chine, si vous allez dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les drugstores, vous allez voir qu'il y a des produits sur lesquels il y a un logo qui ressemble un peu à un chapeau bleu. C'est le logo de la Chinese FDA qui dit produit qui a été claim, comment on dit claim en français, allégation et produit qui a été revu et approuvé par la Chinese FDA. Ça donne un petit stamp, un petit logo qui ressemble à un Blue Hat. C'est pour ça qu'on l'appelle le Blue Hat. Beaucoup plus intéressant a été créé en 2017-2018 ce qu'on appelle le recording ou le filing. C'est une approbation beaucoup plus rapide qui est malheureusement aujourd'hui valable uniquement pour les cosmétiques et les vitamines et minéraux. Mais si vous rentrez en Chine avec un produit qui contient des ingrédients qui sont sur une liste préétablie par la Chine, vous pourrez être approuvé en quelques mois. Ça a été une grosse révolution en 2017-2018. Voilà, le Japon avait fait la même chose 2 ans plus tôt. Voilà, donc pour des produits simples, il n'y a pas que le cross-border. Le
le retail est possible grâce à cette nouvelle procédure qui s'appelle le recording ou le filing. Si vous faites Google recording ou filing, vous trouverez tout ce qu'il faut comme renseignement, mais il faut vraiment taper ces mots-là, recording, filing, Chinese FDA ou China, et vous trouverez tout ce qu'il faut. Ça devient une nouvelle voie, surtout, encore une fois, si vos produits à base de vitamines, minéraux, plantes, quoi que ce soit, animaux, dérivés animaux, sont enregistrés sur les listes de la Chinese FDA. Ok. Oui. J'ai une question, alors alors peut-être pas uniquement sur le cross-border, mais l'apprentissage de la langue chinoise est-elle un plus dans le commerce? Donc, dans le commerce, je suppose, entre entreprises bretonnes ou françaises et la Chine. Alors, grande question importante. En fait, oui, en fait, si vous voulez, avec les Chinois, rien ne se conclut au bureau. Tout se conclut après le bureau, le soir, autour d'une table, où on dîne, où on boit, si possible beaucoup, pour se dire la vérité. Bon, alors finalement, le contrat que tu m'as fait signer, tu as l'intention de me rouler ou pas? Voilà. C'est globalement, si vous voulez, c'est des étapes un peu incontournables. Les contrats n'ont pas la force qu'ils ont en Europe et aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il faut parler chinois? C'est bien de parler un peu chinois, de pouvoir dire des trucs, sympathiser avec des Chinois dans la rue, commander au restaurant. Maintenant, vous ne comprendrez jamais les Chinois qui parlent entre eux dans les réunions parce qu'ils parlent tellement vite exprès quand ils savent que vous parlez chinois. Il y a beaucoup de dialectes, d'accents locaux. À Pékin, par exemple, vous aurez un accent qui n'a rien à voir avec l'accent de Shanghai, qui est un peu plus simple, un peu plus facile. Et la dernière chose, c'est que ça met un peu les Chinois mal à l'aise quand il y a une entreprise internationale qui veut faire du business avec eux et quand il y a quelqu'un qui parle très bien chinois. Ils ne sont pas à l'aise, ils ne peuvent pas parler entre eux, donc finalement la réunion avance moins vite. Donc moi je dirais, ce qui est excellent dans une réunion, c'est moi je parle un chinois basique, mais ce qui est excellent, c'est d'arriver, c'est de dire bonjour, c'est de poser quelques questions à la cantonade en chinois, et puis après, c'est de switcher tout de suite à l'anglais. Et là, ils sont contents, ils peuvent faire leur truc entre eux, échanger des remarques sur votre présentation, etc. Ou d'un seul coup, ils arrêtent, et puis alors pendant 10 minutes, ils vont parler en chinois, on va rien comprendre, et puis après, ça va redémarrer. Voilà, ce qui est valable pour la Chine est valable pour pratiquement tous les pays asiatiques. Et j'ai encore une autre question, là, c'est sur le processus d'enregistrement. Le processus d'enregistrement est-il uniforme pour tout le pays ou varie-t-il d'une région à l'autre, d'une province à l'autre? Alors, c'est une question à la fois simple et complexe. Je dirais que oui, en principe, oui, c'est un processus national. Donc, c'est une approbation nationale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins, pour certains produits, alors par exemple les vaccins Covid, vous pouvez enregistrer dans les provinces. Dans les provinces, il y a des représentants du gouvernement, des instances provinciales assez puissantes. Voilà. Maintenant, pour un produit innovant dans le domaine du food supplement, il vaut mieux passer par la voie centrale. Mais encore une fois, par exemple, dans les provinces comme Hainan province ou des provinces comme ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une préautorisation. Ils commencent à travailler avec votre produit. Donc, vous pouvez commencer à importer votre produit dans la province. Ils commencent à le vendre dans leur club de consommateurs. Donc, un club, ça fait 20 millions de personnes. Ça fait le tiers de la France. Donc, c'est énorme. Mais c'est tout. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de ce club de consommateurs, alors club, c'est peut-être pas le bon mot, réseau interne, réseau fermé de consommateurs. Il faudra de toute façon, si vous voulez aller le vendre à Shanghai ou à Pékin ou à Hangzhou, il faudra de toute façon le vendre par la voie centrale. Donc voilà, donc ça fait peut-être un peu deux fois du travail, sauf si vraiment vous voulez vendre votre produit dans une région spécifique. Voilà. Sinon, moi, je vous recommanderais de passer par la voie centrale. Et puis en cross-border, c'est des questions qu'on ne se pose même pas de toute façon, puisqu'il n'y a plus d'enregistrement de toute façon.
Ok, et j'ai encore une autre question. Alors, vaut mieux-il présenter les produits sous l'angle breton ou français? Et est-ce que cela a un impact? Alors, bon, je suis un spécialiste du collagène. Je ne sais pas si on a des gens avec nous qui sont. Enfin, c'est un des segments dans lesquels je suis spécialiste. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de missions et j'ai créé des formules moi-même et j'ai des Asiatiques, enfin, peu importe. Le collagène, il y a beaucoup de collagène. Il y a les collagènes qui viennent du Japon. Vous vous souvenez de Fukushima, les poissons sont un peu en liberté, etc. Bon, donc on n'est pas très à l'aise. Les Japonais n'osent pas trop pousser sur leur collagène. Donc quand on dit c'est un collagène français, déjà c'est bien. Si c'est un fiche collagène, si c'est un collagène français qui vient de l'ouest de la France, les Chinois, ils comprennent. Ils voient à peu près, ils vont regarder les plus évolués, ils vont savoir que l'ouest, il y a beaucoup de côtes, il y a de la mer, c'est l'Atlantique, c'est frais, c'est bon, c'est naturel. Bon. Alors, c'est toujours bien de rajouter collagène breton. Je pense honnêtement, il y a très très peu de collagène qui savent de Chinois qui savent ce que ça veut dire. Mais vous n'êtes pas là pour montrer votre packaging, vous êtes là pour vendre vos produits le plus longtemps possible. Donc, ils y viendront. Et bien sûr, dans la middle class, on est toujours très fier de dire à ses amis, mais tu ne consommes pas du collagène breton. Voilà, les Chinois, ils aiment bien, si vous voulez. C'est toujours un avantage. Alors, il faut l'utiliser à bon escient. Pour le collagène, par exemple, pour cet exemple, ça fait du sens. Si c'est pour quelque chose qui est un peu national, si vous voulez, qui n'est pas ancré dans la Bretagne, non. Mais si c'est ancré dans la Bretagne, je vous recommande vraiment de le faire. Alors, bien sûr, il faut mettre Made in France Oui. et puis vous arranger pour dire, je ne sais pas moi, selon les meilleures méthodes de fabrication des entreprises bretonnes depuis une tradition. Tout ça, ils aiment bien les Chinois. D'accord. Le côté traditionnel et local, ça leur parle quand même un Voilà. peu. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le Japon, si vous regardez la carte de la Chine et le nombre d'habitants, et ensuite, si vous regardez la carte de la Russie et le nombre d'habitants, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux vous parler. La Chine n'est pas, et le Japon et le nombre d'habitants, par exemple, la Chine n'est pas autosuffisante. Donc, nous, on s'en tient à notre santé beauté, mais la Chine n'innove pas beaucoup, par exemple, dans les cosmétiques de luxe. On lance quelques produits, mais c'est que des pâles copies. La nutrition, les champs, il n'y a pas assez de champs de blé, des champs de soja, des champs de riz pour nourrir toute la population. Donc la Chine importe beaucoup. Donc le lait, par exemple, j'ai introduit en Chine une entreprise de lait française célèbre, on ne va pas donner son nom, mais bien sûr qu'ils ne sont pas autosuffisants, donc ils se sont fait bien sûr une joie d'enregistrer les produits en accéléré, en fast track. Voilà, tout ce qui est culture, bien sûr, herbes. On parlait tout à l'heure des algues bretonnes qui ont de nombreux bénéfices, prouvés cliniquement ou pas d'ailleurs, que ce soit pour le côté healthy, protéines ou pour des côtés plus thérapeutiques. Tout ce qui est synthèse, tout ce qui est enzymes, par exemple, il n'y a pas assez de ces produits-là en Chine. Donc, si vous êtes dans un bon segment, ne vous dites pas, oh là là, il y a déjà 200 entreprises. Je peux vous dire, 200 entreprises, c'est rien. Les Chinois, ils en veulent et ils vous aideront à rentrer en Chine, etc. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux impressions de masse qu'on peut avoir en Qui Chine. peuvent faire un peu peur du coup. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est vraiment important. J'aime bien le répéter à mes clients. Des fois, j'ai des clients qui me disent c'est quoi la taille du marché. Les probiotiques, par exemple, la taille du marché des probiotiques, ça doit être 100 millions en France ou 200 millions. C'est 3 milliards en Chine et ça progresse de 45%. Donc, j'ai un très bon client qui est une entreprise leader de probiotiques en France qui s'intéresse à la Chine. C'est rien. 3 milliards, ça progresse de 45%. L'année d'après, ça fera 4 milliards 5. Il y a de la place pour eux. Vous voyez, donc il ne faut vraiment pas se limiter. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tenter l'aventure en Chine. Dans 10 ans, on se dira peut-être, oh là là, mais les Chinois, ils ont tout ce qu'il faut maintenant, c'est trop tard. Donc, voilà. D'accord. Voilà, puis je termine par ce que j'avais commencé. La Chine ne peut pas se priver des innovations mondiales pour beaucoup de raisons. Et j'ai Vous encore une aviez une autre question. question? Ouais, avant qu'on Oui. passe au point d'après, c'est encore concernant le processus d'enregistrement. Oui.
Est-ce qu'il y a une partie qui... Alors, je lis la question, c'est plus simple. Dans le processus d'enregistrement, ne cède-t-on pas plus ou moins une partie de sa propriété intellectuelle? Euh, alors, ça dépend de ce qu'on appelle propriété intellectuelle. Par exemple, une formule de produit, vous pouvez essayer de la protéger, mais tous les experts mondiaux, quel que soit le pays, vous diront que c'est impossible à protéger si ce n'est pas une formule qui fait appel, s'il n'y a pas dedans un nutrient ou un ingrédient spécifique obtenu par une synthèse dont le procédé a été breveté. Donc, bon, dans le domaine de la beauté santé, honnêtement, c'est difficile de protéger des allégations, des positionnements marketing, des formules. Voilà. Après, si vous voulez, voilà, non, on n'est pas dans des domaines, si vous voulez, de technologie de pointe. Bon, peut-être que certains participants aujourd'hui en ont, donc ça j'ignore un petit peu, mais je dirais que dans 90-95% des produits qui concernent le secteur de la santé beauté, non. Alors, si, quand on a, par exemple, si vous avez une algue qui a un pouvoir antioxydant fort et qui permet de diminuer l'inflammation des sportifs ou d'accélérer la récupération des sportifs, je dis n'importe quoi, mais bon. Si vous avez une étude clinique qui le montre, quand vous allez enregistrer à la Chinese FDA, vous allez pouvoir affirmer que vous aidez à récupérer, le sportif à récupérer plus vite. Vous allez donner l'étude clinique, ils vont la lire, mais ils ne vont pas la publier. Et vous allez devoir la référencer, mais ils ne vont pas la publier. Et ils ne vont pas la partager, et ils ne vont pas la vendre à leurs petits copains, etc. En fait, si vous voulez, il n'y a plus de corruption en Chine dans les circuits de la Chinese FDA. Voilà, je peux vous dire qu'il y en a vraiment plus du tout et que les premières discussions avec moi, je suis allé à la Chinese FDA plusieurs fois. Les premières discussions par les fonctionnaires, c'est si vous leur dites on peut se rencontrer, on boit un café, non, 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 vous venez à la Chinese FDA, on vous offre le café, c'est terminé. Donc, non, il ne faut pas avoir peur de ça. Quand on a une belle innovation, même si elle n'est pas tout à fait brevetée ou brevetable, il n'y a pas, bon, on peut y aller. Et si on a quelque chose qui est breveté et bien protégé, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous serez copié mal, très mal, et les Chinois ne sont pas dupes. Voilà, donc si les gens qui vous copieront vos produits, ils mettront breton dessus avec une faute d'orthographe, ils feront voilà. Et donc les Chinois maintenant, la middle class, les 300 millions de Chinois consommateurs sont pas dupes. D'accord, ok. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Oui. Voilà. Alors, les tendances lourdes, en fait, ce qui se passe, on va passer un petit peu plus vite sur tout ça parce que je pense que tout ça, c'est des choses qui sont connues. Donc, la classe moyenne, c'est 300 millions, peut-être même maintenant 400 millions de Chinois. Les gens ont plus d'argent. Et comme ils ont plus d'argent, ils veulent des produits de qualité. Et ils veulent se démarquer. Et ils veulent briller aux yeux des autres. Ils veulent pouvoir dire, moi, mon produit, il vient de Bretagne, par exemple. Donc, il y a cette tendance-là qui est très forte, qui est une tendance de fond. La deuxième, c'est que les Chinois se regroupent dans les villes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se voit plus, les phénomènes de mode sont plus forts, mais l'impact sur la santé est aussi plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire problème de sommeil, problème de stress, problème de nutrition. Les légumes n'arrivent pas dans le centre des villes. Ça fait sourire, mais c'est un vrai problème. Les produits biologiques, il y a des gros problèmes de transport, parce qu'on on parle d'une ville de 25 millions d'habitants, bien sûr, Shanghai, Pékin, et même les villes un peu en dessous comme Hangzhou, par exemple, Canton, c'est 15 millions d'habitants, donc Shenzhen, 15 millions, donc il y a des gros problèmes. Donc ça, c'est des tendances de fond et je vous invite vraiment à réfléchir à le match, l'adéquation entre vos produits et les modes de consommation vers lesquels sont en train de se tourner les Chinois parce qu'il y a de plus en plus de choses qui peuvent intéresser les entreprises bretonnes. Voilà. Alors, ici, quand on regarde ce qui se passe dans les mentalités,
je vous disais tout à l'heure, il y a un véritable… On a 20 ans de retard à peu près en Asie. Donc, toute la mode du bio dans les années 80-90 est en train de toucher les rivages de l'Asie. Plus fort, plus amplifié, bien sûr, parce qu'on y est venu plus tard. Donc, tout ce qui est… Là, je suis en train de commenter le changement de mentalité, en haut à gauche. On veut des produits plus sains, on veut des produits normés, on veut des produits avec des logos, avec des chaînes bio contrôlées, certifiées. On veut des certificats, on veut des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, si vous voulez, dans tout ce qui est mode, santé, beauté, art de vivre, les Asiatiques sont en train de s'inventer. Mais ils ont un modèle tellement fort que c'est facile pour eux, si vous voulez, d'aller chercher beaucoup de choses dans le domaine occidental. Donc, on arrive assez bien à vendre nos concepts en Chine, même si on sent qu'il y a des pays qui essayent d'essayer de se développer un peu, de créer leur propre concept. Donc, voilà. En fait, les Chinois sont de plus en plus influencés par les habitudes occidentales. Si on passe au bloc de droite, les soins de santé des personnes âgées chinoises, vous le savez, la population chinoise vieillit et cette tendance s'accélère. Il y a une politique du One Child Policy, d'un enfant, qui a limité la croissance de la population parce que les Chinois ont estimé que, vu le territoire, 1,3 milliard, c'était assez. Ils ont supprimé cette One Child Policy, mais les taux le birth rate, les taux de naissance continuent à baisser pour d'autres problèmes. Coût de l'éducation, pénibilité de pousser un enfant à travers le système éducatif chinois qui est trop compétitif pour entrer dans les universités, etc. Donc, la population vieillit et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, les produits anti-aging, les produits pour les personnes, pour la mobilité, pour les articulations, les produits, les medical devices, les ustensiles pour se déplacer, pour améliorer. Tout ça, en ce moment en Chine, c'est en train de beaucoup se développer. Oui, voilà pour ça. Pollution de l'air et de l'eau. Bon, dans 5 ans, je pense que dans 5 ans, on peut dire que les gros problèmes de pollution seront réglés en Chine. Vous savez qu'ils ont pris des engagements fermes avec les autres pays. Voilà, moi, je peux vous dire, il y a 10 ans, quand j'arrivais à Pékin, ciel orange, la fumée partout, ça sentait une odeur de brûlé, de cigarette. On sortait dans la rue, on ne voyait pas à 100 mètres certains jours. Et l'année dernière, juste avant le Covid, je vais à peu près en Chine tous les mois, quand j'allais à Pékin, il m'est arrivé d'avoir des jours comme des journées bleues, comme si j'étais dans un petit village de montagne. On sentait le moindre feu de cheminée, etc. Donc, il y a encore de la pollution, on ne peut pas le nier, générée par les Chinois et les pays autour, mais je pense que tout ça va se régler. Néanmoins, dans les mentalités, ça a beaucoup marqué les Chinois. 500 000 morts prématurées chaque année par la pollution, ça a décimé, il y a eu beaucoup de problèmes respiratoires. Les Chinois fuient dès qu'ils peuvent la Chine, la pollution, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Chinois qui voyagent, qui découvrent ce que c'est que d'autres pays moins pollués. Donc tout ça, ça marque la consommation. Et encore une fois, la Bretagne, les rivages, l'eau claire, les ciels bleus, c'est quelque chose qui, visuellement, qui appelle les Chinois. Voilà. On peut passer sur la diapositive. Ouais. Voilà, pardon. Alors, les tendances lourdes, on continue. Vous voyez que la Chine est un des plus grands marchés de la planète pour presque tout, et c'est aussi le cas pour les compléments de santé et beauté. Hein. Santé, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on couvre les produits au sens large. Donc, les derniers chiffres de 2018, c'était 2018, hein, c'était donc on va dire 23 milliards de dollars pour ce secteur, 3 milliards en France et une croissance de 14%, ce qui veut dire que tous les ans, la Chine rajoute la France à son marché. La Chine rajoute à son marché un marché de la taille de la France, tous les ans. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça s'accélère pour les phénomènes dont on a parlé. En plus, la consommation des produits de santé par habitant aujourd'hui est encore basse.
en monnaie, si vous voulez, en RMB par habitant, on est encore très très bas, à 177, par rapport à des pays comme Hong Kong, 924, et le Japon ou les États-Unis. Donc, on a un pays qui a déjà un marché énorme et qui, en fait, est au 5e, 6e, 7e des standards des autres pays. Voilà, c'est ça la Chine aujourd'hui, si vous voulez. Et c'est valable pour vos segments. Même si vous connaissez des grosses entreprises qui ont exporté en Chine et vous dites oh là, moi, je n'ai pas cette taille-là, je n'y arriverai jamais, le marché doit être saturé, etc. Non, le marché n'est pas saturé. Dans nos domaines, le marché est loin d'être saturé. Dans tous vos domaines, le marché est loin d'être saturé. Voilà, donc vous voyez, les experts, je l'ai mis en gras, sur la base de ces comparaisons, les experts suggèrent que le marché chinois dispose d'un espace pour croître de 200 à 300% dans les années à venir. Voilà, je vous laisserai dire tout ça, mais je pense que vous avez compris le message. La slide suivante. Alors, les ventes en ligne de suppléments de santé. Aujourd'hui, le premier canal de vente, c'est le e-commerce. Et bien sûr le cross-border qui prend une place de plus en plus importante. On va expliquer un petit peu ce que c'est que toutes ces notions. Vous voyez, si vous regardez en bas ce que je vous ai mis, la vente au détail en ligne représente 32%, 31,9% du marché des suppléments. Donc, c'est le premier canal. Derrière, il y a quoi? Il y a les drugstores, les pharmacies, il y a les magasins spécialisés, il y a le TV shopping qui doit faire à peu près 10%. Il y a les shopping malls avec des corners, des petits coins réservés, des petits spécialistes des vitamines dans les grands shopping malls. Mais aujourd'hui, 32% du marché, c'est le e-commerce. Voilà. Donc, si vous voulez rentrer en Chine, il faut vous dire que si vous attaquez le retail, vous serez sur un marché moins grand dans votre segment que si vous attaquez sur le e-commerce. Voilà. Alors, j'ai une question avant de passer à la slide d'après, c'est la médecine traditionnelle chinoise n'est-elle pas bio avant l'heure? Alors, oui, la médecine traditionnelle chinoise, c'est toujours très fort en Chine. Et d'ailleurs, non seulement c'est très fort en Chine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence à s'exporter. Voilà. Et puis, bon, les Japonais ont leur médecine traditionnelle japonaise, les Coréens ont leur médecine traditionnelle coréenne. Oui, c'est bio. Oui, c'est vrai que c'est bio. C'est vrai que ça correspond aussi à la tendance. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, elle est là pour durer. Cela dit, les Chinois, depuis, ont beaucoup voyagé et je vous invite à regarder les premières slides qu'on a passées tout à l'heure. Dans les jeunes générations, les Chinois s'ouvrent à la médecine occidentale. Et en fait, il y a un petit peu un chassé-croisé. La médecine occidentale commence à s'influencer de la médecine chinoise. Il y a une nouvelle tendance qui s'appelle la médecine fonctionnelle qui prend beaucoup de poids dans la médecine aujourd'hui, qui s'inspire beaucoup de la médecine par les plantes, etc. Donc oui, il y a la médecine traditionnelle chinoise qui est forte, qui est présente, mais qui est moins forte que cette nouvelle catégorie de Chinois qui voyagent, qui va dans les pays, qui voient des beautés européennes, qui voient de la mode européenne, qui rentrent dans des drugstores. Vous savez qu'à Paris, il y a des pharmacies dédiées aux Chinois qui sont fermées, mais qui n'ouvrent que quand les Chinois arrivent. Il y a les autobus qui se mettent devant, etc. C'est des réseaux. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'il y a la médecine chinoise traditionnelle, mais il ne faut pas avoir peur. Nous, on est là et il y a une tendance qui est très forte et qui gagne, qui s'amplifie au fur et à mesure que les Chinois découvrent le vaste monde. D'accord. Voilà, la slide suivante. Ah bah oui, je me disais, puisqu'on parle de beauté, alors, un exemple, en cosmétique, un des segments dans le skincare et le body care qui se développe le plus, c'est le whitening. Donc, tout ce qui peut faire blanchir la peau, que ce soit par nutrition, par cosmétique, par device, tout ce qui peut faire blanchir la peau est bienvenu. Non seulement blanchir, mais éviter les dark spots, les taches qui apparaissent sur le visage. Beaucoup d'Asiatiques ont des problèmes de peau. Ils ont une peau qui est bien plus belle que la nôtre jusqu'à 50 ans, 60 ans. Et d'un seul coup, patatras, ça commence à se compliquer. Il y a des allergies, il y a des taches qui apparaissent plus rapidement que chez nous.
Donc, vous voyez, c'est vrai que les Asiatiques rêvent de peau blanche et nous, on aime bien voir des peaux un petit peu tannées, si je peux dire. Dans la slide suivante, ouais, alors, dans la slide suivante, aussi important à intégrer en différence culturelle, nous, quand on n'est pas content, je dirais que ça se voit sur le visage, mais on l'exprime. Écoute, je t'avais demandé 200 000 unités, tu m'en as livré 50 000, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, je ne peux pas faire bénéficier, j'en ai pas assez, et, bon, et on râle et on s'énerve et on veut marquer le coup, etc. Alors, en fait, dans les relations avec, il y a beaucoup de up and down dans les relations d'export, des projets export avec l'Asie. Énormément. Je dirais que ça fait peut-être aussi un petit peu partie de la vie. Il ne faut jamais s'énerver. Ne jamais perdre son sourire, ne jamais s'énerver. Je peux vous dire, j'ai vécu 13 ans en Asie, j'ai mis très longtemps à l'accepter, parce que nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand un service ne va pas, on aime bien s'énerver, surtout pas. Il faut dire les choses, pas frontalement, mais il faut garder le sourire, il faut garder la politesse avec son partenaire commercial, c'est très important. Et même si vous le perdez parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, les Asiatiques n'ont pas la même échelle de temps que nous. Un succès pour eux, ça peut être 10 à 20 ans. Ce n'est pas grave. Si ce n'est pas moi, c'est ma génération suivante. J'ai un family business, donc je transmets de génération. Voilà, donc si vous voulez, il faut s'inscrire dans ce… Si vous inscrivez votre projet dans l'Asie, il faut aussi vous inscrire dans la culture de l'Asie. Donc, on ne s'énerve pas, on garde le sourire et surtout, on cultive la relation parce que si vous avez un bon partenaire en Chine, c'est précieux. C'est peut-être lui qui va vous ouvrir les portes de la Chine, donc c'est précieux, même s'il ne faut pas trop lui dire, mais c'est précieux. La slide suivante. Alors, on en parlait avec Marina avant l'ouverture du webinaire. Ça, si vous voulez, c'est aussi également assez typique de ce qui se passe. On peut l'appliquer au marché de la concurrence, par exemple, mais vous arrivez à l'aéroport, pour ceux, il y en a peut-être entre vous qui ont déjà pris un avion en Chine, c'est terrible. Vous attendez par exemple pour le passeport ou alors au comptoir d'embarquement. Vous attendez et puis vous n'êtes plus qu'à 2 ou 3 places d'enregistrer d'enregistrer. Et puis d'un seul coup, il y a un groupe qui arrive, et puis il y a des petites chinoises, des petites mémés chinoises de 60, 65 ans, 70 ans, on ne sait pas trop, on ne peut pas trop leur donner d'âge, qui arrivent et qui vous bousculent, qui passent devant, qui posent leur passeport sur le comptoir. C'est la panique. Vous ne savez pas quoi faire. On commence à s'énerver, elle ne comprend pas ce qu'on leur dit, elle ne comprend pas pourquoi on s'énerve. Elle s'énerve aussi parce que les Chinois ils ont des forts tempéraments. Bref, personne ne comprend personne, mais elles sont là, elles sont devant vous et voilà. Et donc, il faut que quelqu'un de la compagnie aérienne intervienne, leur explique qu'il faut se remettre en ligne. Et alors, quand elles se remettent en ligne, elles sont collées contre vous, derrière. Elles vous poussent pour que ça aille plus vite. C'est comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la différence entre, je dirais, ça se passe pareil, ça se passe de la même façon dans le segment de vos produits. Vous avez un bon produit, vous avez tout ce qu'il faut pour… Puis d'un seul coup, il y a un produit qui arrive sur le marché qui va faire un claim, une affirmation assez forte. Et puis 3 mois après, il disparaît parce que il a un peu triché, il a un peu… Voilà, c'est un peu la culture chinoise. C'est bien surveillé maintenant, c'est bien auto-réglementé. Mais bon, il ne faut pas s'énerver, il faut accepter. C'est comme les Chinois qui crachent dans les aéroports ou qui font beaucoup de bruit avec leur nez et leur bouche. On a toujours envie de leur dire, mais vous venez de cracher à 1 mètre de mes pieds. Il va vous dire, oui, mais j'avais besoin de cracher. Il va vous regarder, il ne va pas comprendre. Bon, voilà, ça fait partie des différences à intégrer. Alors, sur la slide suivante, on a ici un reflet du… en fait, santé, beauté, ici, cette slide, ça explique beaucoup de choses. Sur la ligne numéro 1, Hong Kong, vous avez l'espérance de vie. Et sur la ligne numéro 64, tout à fait à droite, vous avez la Chine. 77 ans en moyenne, hommes-femmes confondus, et Hong Kong, 85 ans. Et vous voyez que la France, où elle est la France, 14e, 83 ans, donc on a 6 ans de plus que les Chinois. Imaginez ce que ça veut dire. Quelqu'un vient vous voir un jour et vous dit « Monsieur, moi, je peux vous vendre 8 ans de vie. » C'est ça que ça veut dire. Mais comment vous voulez me vendre 8 ans de vie? Avec mon mode de vie, avec mes produits, ma consommation, ma nourriture, je peux vous vendre, je peux vous donner 8 ans de vie en plus. C'est inestimable.
c'est pour ça que quand j'ai titré l'appétit vorace des Chinois, elle est motivée principalement par ça. Les Chinois savent qu'ils doivent rattraper, qu'ils n'ont pas une mode de vie saine, qu'ils n'ont pas un environnement sain, pollution, etc., qu'ils ont des tricheurs dans le food safety, les huiles de cuisine qui sont des huiles de moteur, etc., toutes ces idées, tous ces problèmes qui ont fait scandale, et ça continue. Voilà. Donc, voilà, tout ce que vous allez pouvoir amener comme produit sain, organique, je pense que là, vous comprenez déjà avec un chiffre assez simple ce que ça veut dire pour un Chinois. Moi, je sais que je suis chinois, je meurs à 77 ans au mieux, mais les Français, c'est déjà 6 ans de plus. Ah bah, peut-être que je consomme leurs produits. Voilà. Donc, ça J'ai une question, mais ça concerne le processus d'enregistrement. Donc, oui. alors via le cross-border. Donc, du coup, alors est-ce que je la poserai pas après, justement, sur le point numéro 5? Oh, pas de problème, on peut prendre les questions comme elles Ouais, viennent. d'accord. Donc, quels sont les risques pouvant exister pour des produits portant un marquage CE dans un processus de vente via le cross-border? Quid Alors, des écarts de claim liés à la traduction, oui. à la traduction entre chinois et français? Alors, oui, question très importante. J'allais y venir après, bien sûr. Marquage CE, c'est toujours un plus. Ça facilite, ça accélère beaucoup les problèmes de dédouanement, d'enregistrement, si enregistrement il y a, etc. Néanmoins, en cross-border, comme vous ne passerez pas par les fourches codines de la Chinese FDA, donc pas d'enregistrement, tous vos claims sont claims santé. Quand les allégations sont trop fortes, quasiment tous les claims sont interdits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais vous ne pouvez pas claimer qu'un produit va guérir une maladie. Vous ne pouvez pas affirmer qu'un produit va soigner ou soulager une maladie. Vous pouvez affirmer qu'un produit va supporter une des fonctions de l'organisme. Je vous donne un exemple. Vous ne pourrez pas dire que grâce à votre produit qui est un multivitamine, vous allez guérir les rhumes plus vite. Mais vous allez pouvoir dire que vous allez soutenir le système immunitaire. Voilà. Ça, ne vous inquiétez pas. Si vous faites du cross-border, je vous montrerai tout à l'heure la mécanique, comment ça marche. Vous aurez une plateforme et une agence marketing. L'agence marketing, elle est payée pour normaliser vos claims et les rendre légaux, si je peux dire. Donc, ils ont l'habitude, il n'y a plus aucun problème avec ça, il n'y a jamais de claim, en tout cas des produits imports en Chine qui se font redresser. Il y a beaucoup de claims chinois qui se font redresser, mais pas les nôtres. D'accord. J'espère, Guillaume, qu'on a répondu à votre question. Et ensuite, j'ai une autre question concernant la consommation des jeunes urbains chinois, donc éduqués, donc plus ouverts à l'international, mais avec une tendance quand même de consommation patriotique. Alors, et apparemment, ça augmenterait. Oui, ça revient depuis des années, les jeunes qui se... En fait, je vais vous dire, non, moi j'ai des amis chinois, je vais en Chine tous les mois, pardon, j'y passe pas mal de temps. J'ai vécu à Hong Kong et à Hong Kong, je passais la moitié de mon temps à Pékin pendant 4 ans et la moitié de mon temps à Hong Kong. C'est une micro-tendance, ça fait plaisir à la presse chinoise, on aime bien se raconter un petit peu cette tendance, mais non, je dirais que en santé-beauté, je vous montrerai tout à l'heure les chiffres, les pénétrations des produits étrangers, ça parle de soi, ça ne bouge pas. Je dirais même que la tendance est plutôt à la baisse. Je réfléchis dans nos domaines, un bon produit breton, bien français, bien fabriqué en France, un Chinois de la middle class, on parle bien de la middle class, des 300-400 millions, va toujours préférer. S'il est plus cher, c'est encore mieux, parce que lui, ça lui permet de se valoriser par rapport aux autres. Voilà. Et puis, il peut dire à ses copains, j'ai acheté ce produit-là 35$, alors qu'il y a un Chinois qui en fait un qui ne vaut rien, qui faut 7$. Et donc, moi, je suis quelqu'un de bien parce que voilà, donc moi, je lis de temps en temps ça, mais ça ne se concrétise pas en fait dans les chiffres et dans les faits. Voilà. Okay. Je peux vous dire que ce qui plaît le plus en Chine,
Malheureusement, dans notre segment, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tout simplement parce que vous regardez la carte, ils étaient proches et ils ont commencé les premiers à s'attaquer sur le segment chinois en vantant beaucoup la propreté, la qualité des produits australiens. Après, donc je dirais, dans l'ordre, je dirais, pour nos secteurs santé-beauté, je dirais que la France n'est pas loin d'être numéro un. France, Allemagne, Suisse, Israël, voilà, on n'est pas loin. Tout ça, ça se tient. On est à peu près dans la première place. Un petit peu derrière, ce qui a reculé un peu, c'est le Japon. La Corée, je pense, est passée devant le Japon pour beaucoup de produits, notamment cosmétiques. Voilà. Après, viennent après derrière les États-Unis. Les États-Unis, c'est plus parce que c'est la mode, c'est un grand renfort marketing. Mais voilà les tendances. Alors après, ce qui se passe sur le marché chinois, on lit, c'est vrai qu'on lit des choses, mais bon, il n'y a pas d'impact. D'accord. Ok. Tac. Voilà, on peut passer. Bon, justement, le changement arrive par les nouvelles générations. Donc, les 40-50 ans qui sont la middle class, et là, je rejoins une question qui a été posée au début. Le Covid, oui, le Covid a stressé encore, accentué encore le phénomène. Cette middle class qui est de plus en plus soucieuse de sa santé, de sa consommation. Et si vous regardez qui consomme des produits health, on n'a pas dit des médicaments, mais des produits pour la santé en général, vous voyez qu'ici, en bas, encore une fois, on a ces jeunes qui veulent prendre à contre-pied, qui savent que l'espérance de vie est basse, qui veulent prendre à contre-pied un petit peu tous les travers de la consommation chinoise jusqu'à 29 ans. Voilà. Et puis après, bien sûr, et donc, ça, si vous voulez, ça gagne petit à petit les autres générations. Encore une fois, attention au pourcentage, même le 50%, le 5% above 50, tout à fait à droite, c'est 5% d'1,4 milliard, donc ça fait 100 millions, c'est quand même assez conséquent. Voilà, je vous ai mis à droite pour le clin d'œil. À droite, vous avez le mannequin le plus populaire en Chine, c'est un Chinois, il a 80 ans. Voilà, on va passer à la slide suivante. Alors, tout ce qui est peau, que ce soit cosmétique, que ça s'avale, que ce soit du device, c'est un énorme business et qui est de plus en plus gros en Chine pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est, on en a parlé, mais la deuxième, c'est que les Asiatiques ont des problèmes de peau. Ils ont des problèmes d'allergie, de topiques, d'inflammation. C'est très fréquent de voir dans la rue des jeunes femmes, des jeunes garçons, ou même des personnes un peu plus âgées, des personnes 40, 50 ans, qui ont une peau mais irritée ou rouge avec beaucoup de boutons. Et en fait, tout ça, c'est lié à des problèmes de peau, des problèmes d'anxiété, des désordres du sommeil. Vous savez que le sommeil a beaucoup d'influence sur la peau et dans les grandes villes, les Chinois sont des gens stressés, ils ne dorment pas bien. Un petit mot là-dessus. Il y a 50 ans, les Chinois n'avaient pas assez à manger, donc les Chinois avaient faim il y a à peu près 50 ans. Moi, les Chinois que je rencontre, quand je suis admiratif et que je leur dis « Qu'est-ce que vous bossez, les gars ?» Ils disent « On sait bien, vous bossez vite, etc. » Ils disent « Oui, mais nous, nos parents n'avaient pas assez à manger, ou nos grands-parents n'avaient pas assez à manger. Donc, nous, on est passé directement de pas assez à manger à « Je veux faire fortune en Chine dans le high-tech. » Et donc, tu comprends l'énergie qu'on met parce qu'on est d'accord pour tout connaître, mais on ne veut pas retourner à ce que nos grands-parents ont vécu. Donc ils se mettent une pression colossale. C'est une pression que vous sentez partout dans le pays, dans les universités, dans les écoles. Les parents donnent des cours particuliers à leurs enfants. Ils font tous de la musique. Tous les parents veulent avoir des surdoués. Ils n'en ont qu'un d'enfant, donc ils veulent avoir des surdoués. Donc, il y a énormément, même chez les jeunes, des problèmes d'insomnie. Ça commence à 13-14 ans. Et donc, ça se ressent sur les problèmes de santé et les problèmes de peau. Problèmes d'estomac, tout ça, c'est lié. Perte des cheveux, gros marché, tout ce qui fait repousser les cheveux, tout ce qui freine la chute des cheveux, etc. C'est un des plus gros marchés de la cosmétique. Voilà. En dessous, vous avez la taille du marché des vitamines. Vous voyez le bond entre 2017 et 2018. On est à peu près à 30 ou 40% de croissance. Ça se maintient. Ça dépend des secteurs, mais ça se maintient.
Et quand vous regardez quels sont les produits, alors healthcare, ça ne veut pas dire médicaments, c'est toujours pareil, c'est toujours la santé. Exactement, quand vous regardez à droite, vous voyez que tout ce qui est dietary supplement, c'est le gros du marché. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un segment tellement vaste que… Voilà, traditional healthcare, je rejoins la question, ça c'est le traditional Chinese medicine. Donc je rejoins la question qui avait été posée par une participante. Oui, effectivement, 33%, vous voyez que c'est toujours bien présent et c'est là pour durer et ça ne disparaîtra pas parce que la traditional Chinese medicine est très ancrée dans les croyances, les consommations, etc. Il faut dire aussi qu'il y a 400 plantes qui ont fait des essais cliniques double aveugle placebo et qui sont maintenant enregistrés comme des médicaments et dans le cancer, par exemple, et consommés largement aux États-Unis et dans tous les pays du monde. Bon, donc là, ils ont fait aussi des efforts pour sortir la traditional Chinese medicine du brouillard, si je peux dire. Voilà. Je vous parlerai des tendances. On peut déjà le dire. Je pense que ça, c'est très important pour vous. Les 4 tendances les plus fortes en Chine aujourd'hui, en consommation. Je vais commencer par certainement la plus importante, qui est un peu un fourre-tout, c'est le anti-aging. Donc, dedans, on met quoi? On met le vieillissement, le healthy aging, donc le vieillissement en bonne santé, la mobilité, tous les produits pour articulation, etc. La skincare, la peau, l'apparence de la peau, le collagène, bien sûr, pour plein de raisons, les articulations, la peau, etc. Bon. Donc, ça, c'est le premier segment. Tout ce qui peut se relier directement ou indirectement au anti-aging est bon à prendre pour les Chinois. Le deuxième segment qui est là pour durer également, c'est l'immunité. Bien sûr, le Covid a bien sûr boosté, mais tout ce qui renforce le système immunitaire, vitamine A, vitamine C, vitamine D, bien sûr, zinc, probiotiques, voilà, tout ce qui va renforcer, stimuler. Il y a des herbes aussi. Le système immunitaire, en ce moment, marche très, très fort. Le troisième segment qui marche énormément, indépendamment du anti-aging, c'est tout ce qui est skincare, que ce soit cosmétique, que ce soit nutrition, que ce soit les petits devices qui permettent de mieux faire pénétrer les produits dans la peau. Tout ça, c'est quand on est sur ce marché-là, qu'on a réussi à rentrer sur ce marché-là et qu'on fait un peu de marketing, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont millionnaires maintenant, voilà, parce qu'ils sont arrivés sur ces marchés au bon moment, avec le bon claim. Donc ça, c'est le troisième domaine. Le quatrième domaine qui fait un retour en force, tout simplement, c'est le slimming. Alors, donc, le weight management, c'est les produits à masse, les produits pour… je ne sais pas si on peut dire les produits pour maigrir, mais en tout cas, les produits de régime et le détox. Slimming, détox, voilà. Un peu dans cette catégorie-là, sports nutrition, tout ce qui peut permettre de perdre de la matière grasse et de faire gonfler les muscles, les pectoraux, pour les femmes, aider à perdre la cellulite, le chitosan, gardenia, cambogia, pour ceux qui sont familiers, ils savent très bien ce que je veux dire. Le green tea, qui a des essais cliniques qui montrent que ça augmente le calorie burning et que ça diminue la sensation d'appétit. Voilà, toutes ces choses-là, ça marche. Ces 4 segments-là, si vous êtes positionné dans ces segments-là, ça marche très fort également. Partout en Asie, mais en Chine, terriblement, terriblement. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Ouais. Je m'aperçois qu'on est… On est un petit peu… Ouais, il faut qu'on accélère un tout petit peu. Très bien. Le marché de la santé. Alors, ça, je vais vous laisser le lire parce qu'on va redire ce qu'on a déjà dit. On va passer à la slide suivante. Celle-là, je m'excuse, elle est pas très lisible. J'ai hésité à la retirer, mais il y a tellement d'informations dessus que je vous la laisserai lire. C'est le marché de la santé beauté en Chine. Voilà, vous avez le skincare et vous avez à l'intérieur du skincare les segments importants. Donc, je vous laisserai. J'ai vu qu'on avait des entreprises de cosmétiques, donc c'est important pour elles. C'est pour ça que j'ai voulu la laisser. C'est des informations qui coûtent cher et qui sont précieuses. Voilà. Différence culturelle, le moi est très important à l'Ouest. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on vit plus au sein d'une communauté, quel que soit le type de communauté en Asie. Donc, très important pour le claim marketing, par exemple. La slide suivante.
Dans un restaurant, si vous rentrez dans un restaurant en Asie, vous allez avoir, sauf au Japon, le Japon est contre-exemple, vous allez avoir du mal à vous faire entendre, alors que bon, les restaurants, il y a beaucoup de restaurants. En Allemagne, par exemple, on murmure dans les restaurants, le soir surtout. Voilà. Et au Japon, un peu également. Le reste, c'est très bruyant. Donc, vous voyez qu'en publicité, le niveau sonore, il faut vous faire entendre. Et voilà. D'où l'intérêt d'avoir une agence marketing. On peut continuer ? Voilà, la façon de manipuler les problèmes ou de régler les problèmes, nous, on prend les choses à bras-le-corps et on fonce dans le problème. En Asie, on va laisser les choses. Et puis peut-être qu'avec le temps, sans humilier personne, sans forcer, ça va se résoudre tout seul. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème, qu'il y ait un incendie dans l'immeuble de la société pour qu'on se décide à… Mais sinon, disons qu'on va essayer de contourner en attendant de voir ce qui se passe. Voilà. Et ça, je vous assure, c'est omniprésent tous les jours. C'est très, très fort dans les relations de travail également. Ouais. Bon, là, je vais vous laisser regarder ces slides. Je savais qu'on en avait beaucoup et que ce ne sera pas la peine de les commenter parce que vous les avez et j'aimerais bien qu'on passe à la mécanique. Donc, on va passer celle-là. Celle-ci ? Voilà. Ouais. Donc, en fait, un projet de cross-border, ça peut être maintenant présenté en 5 à 10 minutes. Un projet de cross-border, c'est quoi? C'est votre société qui veut rentrer dans un projet de cross-border. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir un intermédiaire avant d'accéder aux 2 plus grandes plateformes que sont JD.com, d'accord, la première plateforme, et Tmall. Donc, il y en a une, c'est Alibaba, et l'autre, c'est JD. Donc, Alibaba, vous connaissez. Donc, c'est les plus grosses plateformes. Après, il y a Kaola. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent de toute façon. Mais disons qu'avec JD.com, JD.com. Je suis en train de les écrire dans la discussion pour les gens. Voilà, mais je les ai écrites dans mes slides aussi. Oui, je les ai vues, ouais. Ouais, c'est suffisant. Donc, ces 2 plateformes, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est un espèce de… Quand vous cliquez dessus, je vais vous montrer plus tard, c'est un espèce de hypermarché électronique. Vous avez des centaines de milliers de produits dessus. Et dans votre segment, vous avez tous les produits de la planète maintenant, bien sûr, qui sont présents. Mais il y a quand même 1,4 milliard de Chinois qui veulent consommer de plus en plus de produits. Voilà, donc encore une fois, il y a beaucoup de produits, mais les marchés sont gros et il y a de la place. Alors, l'intermédiaire entre votre société et ces plateformes électroniques, c'est une agence. L'agence marketing, on va l'appeler comme ça, ou l'agence spécialisée en cross-border e-commerce, elle va, entre guillemets, faire beaucoup de choses pour vous. Elle va vous prendre par la main, elle va vous emmener vers les plateformes qui ne vous écouteront pas. On ne peut pas approcher aujourd'hui une plateforme en direct, ils ne répondent pas parce qu'ils sont trop sollicités, bien sûr. Donc, c'est l'agence qui va vous permettre de mettre votre produit en ligne, de créer les petits logiciels qu'il faut pour le mettre en ligne, de faire votre marketing, votre claim, de dire ça, vous pouvez le dire, ça, vous ne pouvez pas le dire, et de le traduire en chinois, de transformer vos packaging, non seulement, bien sûr, les écritures et le chinois, mais également en code, où les Chinois consommateurs vont pouvoir se reconnaître, vont pouvoir être attirés par ce que vous allez leur dire. Voilà, donc cette agence marketing, elle fait tout ça. Et bien sûr, il y en a maintenant à peu près 800 en Chine. C'est devenu un énorme business parce que c'est eux qui permettent d'accéder aux plateformes. Le troisième acteur, c'est la plateforme ou le social media. C'est les 2 principales. Donc, le social media, vous savez ce que c'est. Chez nous, c'est Instagram, Facebook. En Chine, non, puisqu'il n'y a pas de système électronique américain autorisé. Donc, c'est WeChat. WeChat, si vous retenez juste WeChat, je vous montrerai tout à l'heure, c'est le social media le plus utilisé dans le monde. Bien sûr, tout ce qui est un peu populaire en Chine, c'est toujours… Et puis, il y a le consommateur. Donc, voilà la chaîne, je dirais, de technique qui vous permet d'accéder au cross-border. Donc, on va passer à la slide suivante. Je vais détailler chacune des étapes. Ouais, j'ai juste 2 questions avant. Alors, si le Made in France Bretagne est le principal argument de vente, les marques chinoises ou les distributeurs chinois seraient-ils intéressés par des façonniers français? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, tout à fait. C'est un peu plus difficile d'accéder. On est dans le B2B, c'est un petit peu plus difficile d'accéder, mais bien sûr,
Les Chinois, en fait, ce qu'ils rêvent, c'est de faire fabriquer leurs produits, leurs formules en France pour pouvoir dire fabriquer en France. Voilà. Maintenant, il reste le problème des ingrédients. Est-ce que c'est chinois? Est-ce que c'est français? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon. La deuxième chose, plus que ça, moi, j'ai fait un peu de rapprochement dans ce domaine. Les Chinois, ils ont toujours une idée en tête. Ils rêvent d'acheter des entreprises françaises, d'acheter de la capacité de production en France, etc. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, les discussions mènent assez rapidement, si vous voyez ce que je veux dire, à combien tu la vends ton entreprise. Voilà. Et puis, est-ce que je peux racheter tous les vignobles autour ou les champs et puis les villas, etc. Parce que ça se passe souvent comme ça dans les discussions. Dès qu'ils viennent, ils veulent tout acheter. Voilà, il y a pire que de se faire acheter par un Chinois, mais oui, fabriqué en France par un OEM, oui, il faut pouvoir accéder, mais oui, c'est intéressant. Alors, et la deuxième question, pardon, c'était quelle est la place de l'origine marine dans les différents produits, tendance forte ou argument comme un autre? Tendance forte, tendance très forte. L'origine marine, la nôtre, hein, on parle bien des mers. Oui. 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 Je veux dire une chose, en Chine, il n'y a pas de plage. Quand vous habitez en Chine, il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de mer. Les mers sont grises, le sable est un peu jaune, le ciel est toujours un petit peu jaune clair, un petit peu. Voilà, donc les Chinois savent bien que tout ce qui est fruits de mer, ils mangent beaucoup de poissons, les Chinois, tout ce qui est fruits de mer, donc ils savent que, bien sûr, tout ce qui est marin est bon pour la santé. On leur a bien inoculé ça. Et donc, oui, ça se vend très bien. Tout ce qui est marin se vend très bien. Okay. Alors, ici, démarrer un projet, ici, il faut bien vérifier l'adéquation entre votre offre et le marché et les tendances chinoises. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris du temps à bien vous parler des tendances, des 4 segments, parce que c'est important. Si vous correspondez à des segments qui sont un peu oubliés des Chinois, c'est plus difficile. C'est jamais impossible, mais c'est plus difficile. Vous pouvez faire, alors, un petit conseil pratique. Vous voyez, en dessous, j'aime bien mettre des conseils. Étude du marché. Vous pouvez avoir quelqu'un, si vous avez un geek dans votre entreprise, c'est génial, ou un online, ou un chef de produit, ou quelqu'un qui aime bien l'informatique. Mais enfin, franchement, il n'y a pas plus nul que moi en informatique et je le fais tous les jours. Vous pouvez vous connecter sur les plateformes chinoises. C'est très facile à faire et je peux vous assurer que si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui passe 1 heure à 2 heures par jour à flotter sur les plateformes chinoises traduites, par, comment ça s'appelle, pas le Google, mais l'autre système qui traduit, vous allez assez rapidement arriver à avoir un aperçu très complet de ce qui se vend dans votre segment en Chine sur les plateformes. Vous allez avoir le prix, vous allez avoir les arguments, la promotion, les fabricants, vos concurrents de la planète entière, bien sûr. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à trouver quelqu'un dans votre entreprise qui va pouvoir explorer ça avant de décider d'ouvrir un projet cross-border, etc. Ensuite, il faut consulter l'offre abondante et suffisante de données. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des rapports, il y a sur Google, vous trouvez beaucoup de choses. Vous pouvez, on peut jouer les petits malins et aller sur Baidu. Baidu, c'est le Google chinois et vous arrivez à extraire des choses. Alors, il y a beaucoup de chinois, mais vous pouvez aussi faire traduire le chinois sur des plateformes de traduction. Baidu, B-A-I-D-H-U. C'est le Google chinois. Google n'est pas autorisé en Chine. Il n'y a pas de Google en Chine. Ensuite, donc il faut bien, si vous voulez, essayer de voir ce qu'ont fait les marques, vos concurrents, comment ils ont réussi en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et derrière, bien sûr, combien ça coûte. Oui, Baidu, c'est ça, le Google chinois. Ouais. Parfait. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on passe à la slide suivante. Ici, je vous donne un exemple des plateformes. Donc, ça, vous pouvez le faire. La première, c'est Alibaba, c'est Tmall. Oui, voilà. Donc, en fait, vous pouvez accéder à cette plateforme, regarder les produits vendus, vous balader dans les catégories de produits. Voilà. Et vous allez très rapidement il ne faut pas avoir peur. Pour la première fois, vous allez être un peu impressionné. Vous allez dire, mais c'est quoi ce fourre-tout? Et puis, petit à petit, vous allez commencer à comprendre, vous orienter. Et il faut bien vous dire que si vous rentrez sur un projet en Chine, c'est forcément là que vous serez. Votre produit sera là. Voilà.
On va passer à la slide suivante. Oui. WeChat, je vous laisse le lire. WeChat, donc le petit logo vert là-haut, c'est le social media, donc l'outil de conversation le plus, quasiment le seul utilisé par les Chinois. Je crois qu'il y a 800 millions de personnes, oui, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Voilà. En fait, vous aurez, quand vous serez, si vous êtes intéressé bien sûr pour aller en Chine en ligne, vous aurez une plateforme dans laquelle je vous ai montré dans la slide précédente, vous aurez une photo de votre produit et vous pouvez également créer un petit magasin sur ces plateformes et vous pouvez aussi créer un petit magasin sur WeChat. Alors WeChat, c'est pas la même chose, c'est fermé, c'est une plateforme fermée, mais qui vous permet de vous connecter avec tous les utilisateurs WeChat qui vont cliquer sur votre produit, qui vont aller voir ce que c'est, etc. Vous aurez les noms, vous pourrez après leur envoyer de la publicité, des informations. Donc ça, c'est WeChat. Voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, après ce webinaire, faites-le, ça vaut le coup, ouvrez un compte WeChat. Je vous montre comment on fait. Moi, c'est le mien. Donc, pour les Chinois, je m'appelle Tom. Voilà, donc ça c'est mon identifiant. Donc, vous allez sur les applications de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous ouvrez un compte WeChat et vous allez voir dans Discover, vous allez trouver un menu. Dans ce menu, vous allez dans Mini-programme et vous retrouvez tout à fait à droite, dans l'écran de droite, la Mini-programme. Et là, vous avez le petit chien, c'est JD.com et vous avez Tmall. Vous avez toutes les plateformes. Donc, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, WeChat, c'est une application qui se fait principalement sur le téléphone, mais aussi sur l'ordinateur. Vous pouvez accéder à ces deux, en fait, au monde du e-commerce en Chine. C'est comme ça qu'on fait pour y aller. Voilà. Si vous avez des petits problèmes techniques, je pense que vos informaticiens peuvent vraiment vous aider très facilement à connecter. Ensuite, démarrer un projet cross-border. Les agences sont... Pour choisir une agence, je vous ai mis le lien en bleu. Ouais. Le lien vous donne accès à toutes les agences en Chine, les meilleures. Pourquoi je peux vous dire que c'est les meilleures? Parce qu'elles sont notées, elles ont un rating, elles sont notées par les plateformes. Encore une fois, les deux plateformes, JD.com et Tmall. Et donc, on appelle ça des Tmall Partners. Les plateformes attendent que les agences vous amènent les produits. Ces plateformes, vous avez la liste là, et non seulement vous avez la liste, mais vous avez les notes et vous avez leur spécialisation. Il y en a qui vont être très bons dans les appareils électroménagers, il y en a qui vont être très bonnes dans les grosses industries, je ne sais pas, et il y en a qui vont être spécialisés en santé, beauté, beaucoup, malheureusement, c'est difficile de faire un choix. Mais si vous prenez les mieux notés et celles qui ont lancé le plus de vos produits, des produits similaires aux vôtres, vous commencez vraiment à vous retrouver à quelque chose qui a bonne figure. En plus, certaines de ces agences ont des sites web. Les Chinois ne sont pas tellement sites web. Ils n'aiment pas trop, enfin, ils ne sont pas tellement, mais je dirais qu'il y en a la moitié peut-être. Vous pouvez regarder sur leur site web ou sur, ils ont d'autres, sur le lien que je vous ai envoyé, il y a des informations. Vous pouvez regarder les produits qu'ils ont lancés, voilà, et regarder s'ils ont une expérience dans votre segment. Donc, moi, les conseils que je vous donne, c'est aller regarder, allez vous promener sur cette liste d'agents. Vous allez voir, vous allez très vite aussi vous orienter. Faites un plan marketing. Quand vous rencontrez les agences, quand vous commencez online à parler aux agences marketing, auxquelles elles sont toujours partantes pour travailler avec vous. Plus elles gagnent d'argent, plus elles sont contentes. Faites un plan marketing. Il faut que vous ayez des idées précises. Parce qu'ils vont vous dire, oui, on va vous faire votre marketing, on va regarder le positionnement de votre produit. Moi, je peux vous dire d'expérience, plus vous avez une idée précise de ce que vous voulez, plus vous serez percutant sur le marché chinois. Bien sûr, il faut les laisser transformer les claims, adapter, traduire. Mais sur le positionnement du produit, par exemple, on est un produit haut de gamme, on est un produit milieu de gamme, on veut un produit mass market, on veut attaquer sur les prix. Il faut que vous soyez très précis là-dessus. Il ne faut pas vous laisser balader par les agences. Voilà, moi, j'ai un accès direct à quelques agences, notamment dans le food supplement et la cosmétique, bien sûr. J'ai l'habitude de travailler avec 2-3 agences.
Et puis, voilà, challenger les idées marketing de vos plateformes. Voilà, on expliquera après ce que c'est que le big data. On va passer à la slide suivante. Mhm. Juste une question, Thomas, vous mettez les agences ne répondent presque jamais, mais il faut quand même, enfin, est-ce qu'il faut un interlocuteur ou est-ce que les entreprises peuvent quand même tenter, tenter de leur écrire et pour créer un contact? Oui, en fait, oui, je suis allé un peu trop vite. Quand je dis qu'elles sont toujours d'accord pour travailler, euh, les agences, il y en a beaucoup, il y en a quelques centaines, mais il y a toute la planète. Comme elles sont online, toute la planète essaie de les contacter. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas qu'ils sont sélectifs, mais ça aide. On triangule beaucoup en Asie et ça aide quand vous avez quelqu'un qui vous introduit auprès de l'agence. C'est pour ça que je me suis permis de dire que moi, j'ai quelques agences qui travaillent avec moi. Alors, elles font la fine bouche aussi. Des fois, elles regardent votre produit, elles vous disent bah, nous, on ne peut rien faire pour vous, etc. Voilà. Elles répondent rarement, en fait, en direct. D'accord. Donc, dans la slide suivante, on va passer. Alors là, je vous ai montré un exemple d'agence. Vous voyez ce qu'elles disent. Pardon pour l'anglais, mais donc elles font du digital marketing, du marketing online, en vous aidant à vendre votre produit sur e-commerce. Alors, Setup and Operation, c'est quoi? Elles vous aident au supply chain, c'est-à-dire qu'avec la plateforme, c'est elles qui vont vous dire comment envoyer et où envoyer vos produits. C'est elles qui vont vérifier les stocks et vous donner tous les jours des indicateurs des niveaux de vos stocks. C'est elles qui vont, je passe à droite, vous organiser les événements marketing. Vous vous souvenez du Single Day, ce que je vous ai, ou alors du Black Friday. C'est des jours où vous faites 15 à 20% de votre chiffre d'affaires annuel. Donc, ces agences, elles le savent très bien et elles vous aident à organiser votre planning marketing et être présent dans les événements les plus importants. Donc, ça, c'est une agence qui s'appelle, j'ai mis le nom quelque part, Web, c'est en bas, Web Oui. to Asia. C'est une agence qui est basée à Shanghai, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, mais bon, voilà, je suis tombé sur elle par hasard. C'est pour vous montrer un exemple. On peut passer à la slide suivante. Alors, on va revenir à la slide précédente. Excusez-moi, j'ai une chose à... Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, parfois, trouver ses consommateurs en Chine, c'est un peu chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais les Chinois sont tellement online que, et vous le savez, quand vous êtes online, vous laissez des traces partout. Vous laissez des traces des mots que vous utilisez. Par exemple, je veux un produit pour les articulations, un produit à base de collagène, un produit à base de produits marins pour les articulations. Je vais googler joint, articulation. Et donc, bon, déjà, si vous travaillez sur une plateforme, par exemple, si vous travaillez sur JD.com, quand je vais aller acheter un produit, je vais taper produit pour articulation. JD.com, il a mon nom. Il sait qui je suis. Il sait que je suis allé chercher un produit pour les articulations. Si vous voulez cette donnée, il vous la donne, il vous la vend. Enfin, il vous la vend pas cher ou il vous la donne, ça dépend du niveau de. Mais elle existe. Donc, ça veut dire que si vous vendez un produit pour les articulations, JD.com, qu'est-ce qu'il a? Il voit qu'un consommateur rentre et cherche un produit pour les articulations. Il voit que ce consommateur va aller regarder dans l'ordre ce qu'on raconte sur le produit. Par exemple, information technique. Il va aller regarder. Ah, il va dire attention, lui, vous pourrez vendre votre produit si vous avez du background technique. Ensuite, le consommateur va aller sur le prix. Il va aller regarder le prix. Ah, attention, c'est à quelqu'un qui est sensible au prix. Et puis, soit on perd le lead, il sort, et puis on perd la piste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tellement sensible au prix qu'il a trouvé que c'était trop cher, donc il n'est pas perdu. Ça veut dire que si vous rentrez avec un produit qui est 30% moins cher que le produit qu'il a cherché, vous avez des chances. S'il a regardé le prix et qu'il revient sur les informations, c'est qu'il est moins sensible au prix. Il continue à chercher d'autres informations. Voilà. Donc, je vous ai donné un exemple des milliers d'études de marché que l'on peut faire avec ce qu'on appelle le big data. Et le big data, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Ayez votre bon sens et essayez de trouver dans cette meule de foin ce que vous cherchez comme profil de consommateur. C'est globalement le même qu'en France, sauf que vous avez tellement de clics, de données des online, des gens qui achètent online, que c'est une masse d'informations. Alors bien sûr, les plateformes ont bien compris qu'elles pouvaient le vendre. Voilà, ça se vend, mais c'est pas très cher.
Et puis, si ça peut vous permettre d'économiser des dépenses marketing, pourquoi pas. Mais il faut toujours parler aux agences du big data. Qu'est-ce que vous avez comme données sur mes consommateurs? Comment vous pouvez me faire gagner du temps? Comment vous pouvez m'aider dans mon segmentation et mon targeting pour aller plus vite? Voilà. Slide suivante. Différences culturelles. Les personnes âgées sont au sein de la famille, vivent avec la famille. En Asie, vous savez que la structure familiale est beaucoup plus importante que chez nous. Les personnes âgées sont entretenues par les générations suivantes et vivent avec elles. La slide suivante. Le boss. Vous savez que chez nous, quand on est boss, il ne fait pas bon d'être trop autoritaire ou de trop affirmer ou de trop s'individualiser par rapport à son équipe. Il vaut mieux être dans son équipe, empowerment, etc., tous ces concepts modernes. En Asie, non. En Asie, le boss, c'est le boss. Il crie quand il n'est pas content, il donne des ordres. Par exemple, un Chinois, il va vous dire je veux que tu fasses ça, voilà comment tu vas le faire, fais-le maintenant, et quand tu l'as fait, tu reviens me voir pour dire que tu l'as fait. Voilà. Quel que soit votre niveau dans l'entreprise, c'est comme ça qu'on vous parle. Voilà. Pour plein de raisons, parce qu'on est dans le mode d'éducation, on est dans la copie, dans la répétition, alors que chez nous, on est plutôt dans l'encouragement, dans la créativité, etc. La slide suivante. Voilà, les différences culturelles. L'enfant, pour nous, il est un individu parmi les autres dans la famille. Il a sa place, mais il n'est pas… Alors qu'en Chine, bien sûr, puisqu'il y a un enfant unique, l'enfant, c'est le roi. Et pour vos consommations, pour vos produits, il faut savoir que l'enfant, en Chine, ouvre la porte à des prix de produits pour le secteur enfant sans limite. Si vous avez un bon produit, un Chinois peut dépenser, il en dépense déjà beaucoup dans l'éducation, mais pour sa santé, pour la beauté de son enfant, pour son confort digestif la nuit si c'est un bébé, pour qu'il grandisse, le brain development, le développement du cerveau. Si vous avez des produits qui s'inscrivent là-dedans, fortifiants, etc., il n'y a pas de limite. Les Chinois sont capables de s'endetter terriblement pour la santé de leur enfant et le bien-être de leur enfant. La slide suivante. Alors, j'avais juste un point qui est apparu dans la discussion tout à l'heure, Thomas, concernant la réglementation sur l'enregistrement. Alors, il semblerait qu'il y a une nouvelle réglementation qui donnerait accès à tout le monde aux informations sur la formule, donc le pourcentage des ingrédients, etc. Et donc, il y aurait un fort risque de copie. C'est ce qu'une entreprise nous indique dans la discussion. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors, non, votre formule n'est pas… Après, il faut savoir si vous claimez s'il y a 3 ingrédients dans votre formule sur lesquels vous allez asseoir vos bénéfices et les exposer, on le saura à travers le marketing. Pour le reste, la formule n'est pas disclose, n'est pas ouverte. Et puis, il faut savoir que dans une formule, il y a des flavor agents, color agents, il y a des stabilisants, il y a des powder agents qui vont vous rendre votre poudre plus fluide, etc. Tout ça, c'est absolument confidentiel. Mais c'est confidentiel. Mais en fait, quand votre produit a du succès, c'est qu'il est déjà partout sur les réseaux. Et en fait, les Chinois, ils veulent savoir la formule. Donc, si vous regardez les 2 leaders en Chine, c'est Blackmore et Swiss. Vous pouvez voir 80% de la formule, même quasiment 100% de la formule affichée. C'est-à-dire les ingrédients, mais pas les pourcentages, hein, pas les quantités. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'obligation, donc la formule, mais sans les pourcentages alors. Oui, c'est-à-dire que là, ce qui est ouvert au public, c'est la formule. Ce qui est confidentiel, bien sûr, c'est la formule avec les pourcentages, bien sûr. Ouais. D'accord, ça, ok. Vous n'avez aucune obligation de le mettre en ligne, de toute façon. D'accord. Voilà, on va passer à la slide suivante, si Oui. j'ai répondu à la question. Alors, les plateformes qui dominent. Donc, vous voyez, on a vu votre société, l'agence, les plateformes. C'est Alibaba, donc, qui détient plusieurs plateformes, Taobao, ça c'est de consommateur à consommateur, et Tmall. Donc Tmall, c'est 28% du marché, Kaola, c'est 20,5% du marché, et JD, c'est 13,5%. Donc avec ces 3 plateformes, et Kaola, c'est Alibaba, donc c'est la plateforme du dessus. Donc en fait, une agence, elle vous mettra d'entrée de jeu quasiment sur ces 3 plateformes. Voilà. Donc on a détaillé ce que c'était qu'une plateforme.
Alors, donc maintenant, les coûts. Alors, pour rentrer sur une plateforme, il faut payer un deposit qui est remboursable. Voilà. Bon, en fait, ils ont des barèmes transparents, bien sûr, qui vont de 10 000 à 30 000 euros, qui sont des déposits que l'on vous rembourse si vous décidez de quitter la plateforme, ou quand vous décidez de quitter la plateforme. Alors, on leur dit souvent, oui, mais bon, si on ne marche pas, qu'est-ce que c'est oui, est-ce que c'est bon pour le temps, Marina? Qu'est-ce que vous... Pour le temps, il va falloir faut qu'on accélère. Bah, on a dépassé, hein, clairement, mais si on peut Ouais, ne pas ouais. trop dépasser, mais allez-y, je vous en prie, De toute continuez. façon, j'ai donné les noms des plateformes, j'ai donné Oui, les noms de... Bon, voilà. Donc, on va passer à la slide suivante. En fait, la structure des coûts, c'est il y a un dépôt à payer. Les plateformes prennent un pourcentage sur les ventes, une commission sur vente. C'est les coûts les plus importants. Et puis, bien sûr, il y a le stock qu'il faut constituer. Il faut un stock assez important pour ne pas tomber en rupture de stock quand vous commencez à être en ligne. Donc, voilà, ça, c'est les 3 coûts les plus importants auxquels il faut que vous pensez. On va passer à la slide suivante. alors j'ai déjà passé, donc logiquement, ça doit être celle-là sur le consommateur. Oui, bon, le consommateur, on en a parlé, c'est assez logique. C'est qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il achète, c'est les informations, j'en ai parlé dans le Big Data. D'accord. Suivante. Big Data, voilà à quoi ça sert, donc on en a parlé. Et les coûts. Voilà. Pour les coûts, je vous ai détaillé les coûts, création de la plateforme, design, c'est des coûts marketing, de packaging, générer du trafic. Bon, tout ça, c'est des mots un peu techniques, mais bon, je pense que si maintenant on commence à avoir une bonne connaissance de tout ça, gestion des stocks, comment on gère les stocks, les RA Pro, les commandes, transport, la livraison à domicile de la personne qui va acheter votre produit, les shipping costs de la France au port, c'est généralement Shanghai. Voilà. Puis la publicité, la promotion, le photoshooting, les campagnes, marketing, tout ça. En fait, c'est un peu similaire le marketing à ce que vous faites en France. Voilà. Alors, voilà. Donc, peut-être que la bonne ou moins bonne surprise, c'est les coûts. En fait, pour résumer maintenant, quand votre produit est sur les plateformes, c'est le début de l'histoire. Mais c'est comme quand vous arrivez dans un hypermarché que vous voulez acheter un lait pour bébé, il y a des murs entiers, des centaines de marques, et il faut que vous sortiez de l'anonymat. Et sortir de l'anonymat, il faut faire du marketing. Et pour faire du marketing, il faut passer par ces agences marketing. Donc le budget, il y a 5 ou 6 ans, on pouvait commencer à 10 000, 20 000, 30 000 euros. Malheureusement, maintenant, il faut parler, les coûts ont monté, la concurrence est de plus le système s'est organisé, si vous voulez. Donc, c'est difficile de démarrer en dessous de 50 000, ce n'est pas infaisable. Si vous voulez être juste en ligne, c'est moins cher. Mais si vous voulez être en ligne et faire un petit peu de promotion, ce que je vous recommande, parce que voilà, les coûts vont de 50 000 à 100 000 euros pour démarrer en année 1. Ce que je voulais vous dire néanmoins, c'est que n'oubliez pas que le commerce online, ça rapporte tout de suite. Vous mettez votre produit en vente sur la plateforme, dans la journée, vous avez des ventes. Donc l'agence marketing, quand elle vous dit c'est 100 000 euros, elle ne vous demande pas de payer 100 000 euros. Elle vous demande de payer 20 000 euros et puis on voit ce que ça donne. Si ça commence à donner, je peux vous assurer, le budget marketing, ce n'est plus du tout un problème. Si ça ne marche pas du tout, malheureusement, ce n'est pas non plus un problème. Vous savez qu'il faut arrêter. Le problème, c'est quand ça marchote. C'est bon, jusqu'où on va, jusqu'où on s'arrête, etc. Mais après, ça, c'est les calculs à faire avec vos financiers. De toute façon, je peux vous dire que la première année, il faut investir entre 20 et 30% de chiffre d'affaires de votre produit. Donc, il faut faire un petit business plan, ce n'est pas très difficile à faire. Les années suivantes, on peut tomber à 10 à 15%. Voilà. Il y a une précision là dans le chat de discussion d'une entreprise qui précise qu'en effet, il est important de prendre toutes les mesures des différences culturelles entre les Chinois et les Français, mais qu'il faut aussi prendre conscience de la difficulté pour entrer sur le marché avec les coûts, l'énergie, etc., d'avoir une cible précise et de savoir ce que ce projet doit jouer sur plusieurs années. Donc, tout à fait. Ça sera d'ailleurs, ça me vole une partie de ma conclusion. ah non, 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 non. C'est une introduction à la conclusion, du coup. D'accord. Très bien. Non, non. Très bien. Non, non. Transition, on va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est les exemples. Je vous laisserai regarder. D'accord.
vraiment, je vous conseille de les regarder. C'est un peu dans vos domaines. On peut passer à la Mhm. slide suivante. Est-ce que je laisse cela ou je passe à la conclusion du On coup? peut passer à la conclusion. Hop, voilà. Voilà. Donc, les pour et les contre, ça démarre vite, ça coûte un petit peu d'argent, c'est vrai. Ça démarre vite. Euh, il y a encore de la place pour le génie marketing avec des petits budgets, voire même quelquefois 30 000, 40 000 inférieurs. Vous pouvez vendre des millions et des millions. On n'est pas dans le domaine du rêve, on est dans le domaine de la réalité et ça arrive souvent. Voilà. Il faut démarrer, je vous conseille de démarrer avec un seul produit. J'ai un client on a essayé, tout essayé avec un seul produit, c'est trop difficile. La consommation des Chinois est un petit peu imprévisible. Donc, si vous démarrez avec 10 produits, vous avez plus de chances de matcher, d'avoir du succès que de démarrer avec un seul produit. Ça paraît logique. Et le coût est à peu près le même. Voilà. Ensuite, dans les contres, bon, c'est un peu difficile à pénétrer parce que les plateformes ne répondent pas, les agences ne répondent pas, etc. Donc, il vous faut quelqu'un sur place qui soit un petit peu dans ce milieu-là, qui vous aide à allumer la mèche, si je peux dire. Les coûts sont non négligeables, mais ils sont planifiables. C'est-à-dire que vous dépensez de l'argent, ça rapporte un peu, vous redépensez un peu plus, ça rapporte un peu plus. C'est comme ça que ça marche. Il y a des coûts de départ à prévoir. On va passer à la slide suivante. Deuxième conclusion. Où s'arrêtera-t-il Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a des modèles hybrides maintenant avec un peu de mélange online et offline. Donc, on peut faire maintenant du retail. Par exemple, vous avez des boutiques dans les shopping malls, dans les grands centres commerciaux où vous avez tous les produits. Vous regardez les produits, vous les touchez, vous les manipulez. Mais quand vous les commandez, le patron de la boutique vous les commande online. Donc, c'est un modèle hybride. C'est ce qui se développe beaucoup en Chine et c'est ce qui sera le modèle de ces prochaines années. Voilà, slide suivante. Voilà, donc j'ai bien aimé le commentaire de la dernière personne qui est intervenue. Il ne faut pas considérer que le e-commerce, c'est on met son produit en ligne et c'est génial, je deviens millionnaire, ça se vend tout seul. Voilà, the only time success comes before work is in the dictionary. C'est du boulot, c'est un vrai job, c'est un vrai lancement, il faut des équipes dessus. C'est quasiment du job, c'est un travail quotidien. Voilà, donc, mais je dirais que l'effort en vaut la chandelle, vraiment. Voilà ce que je voulais dire. Très J'ai bien. terminé. Merci Thomas. Je regarde s'il y a des questions, des précisions dans les discussions. Pour l'instant, je ne vois pas. Alors, on a dépassé dans le temps, mais je vois qu'il y a quand même, la grande majorité des participants qui sont restés. Et c'est très bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des précisions. Je regarde. Alors tout à l'heure, c'était pas une question, c'était un commentaire, donc je ne l'ai pas lu dans les questions, mais c'était la confidentialité a un autre sens en Chine, une autre différence culturelle. Je pense que Thomas, vous êtes d'accord avec ça. Oui. C'était quand on parlait de la diffusion des formules Oui. pour l'enregistrement. Mhm. Là, j'ai Cécile qui répond merci, parfait, très clair et intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci Cécile. Et d'autres personnes, bravo, bah, c'est parfait. Donc, je ne vois pas des questions à part. Alors, attendez, un nouveau message. Comme c'est instantané. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Bravo. Bon, écoutez, il n'y a que des éloges, Thomas. C'est c'est très bien. Je vais mettre juste la slide d'après. Évidemment, la présentation, vous l'aurez. Donc, euh, mais je vous précise ici juste le contact donc, de Catel Joliffe, qui est la chargée d'affaires biens de consommation et santé chez Bretagne Commerce International. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Cette présentation sera mise en ligne sur BCI Info. Son contact, évidemment, est déjà disponible sur BCI Info. Et ici, vous avez le contact de Thomas Rémy, donc prestataire de Thomas, donc, qui a fait la présentation. Son contact est également sur le site de BCI. Alors, j'ai une question. Ah non, bah écoutez, non, c'est juste bravo pour votre belle énergie communicative. Donc bravo, bravo Merci. Thomas. Donc, que des éloges. On va s'arrêter là, du coup, s'il n'y a plus de questions. N'hésitez pas si vous en avez, si vous n'avez pas eu le temps de la poser ou si ça vous vient après, n'hésitez pas à nous le faire parvenir avec Catel. On fera le lien avec Thomas également. Et moi, de mon côté, je vous invite à répondre au questionnaire à la fin de ce webinaire. Si vraiment vous avez quelques minutes, ce serait vraiment bien. Et je vais du coup terminer ce webinaire, le clore. Merci à tous et merci Thomas Merci à vous. pour la présentation. Et N'hésitez pas. bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.